Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. Carte sur table, 21h, 23h. C'est mardi. Mardi le 1er décembre 2020. D'avance, bonne fête, du moins, bon mois de décembre. C'est un mois de fête. On vous le souhaite assez joyeux ce mois. On aura deux thèmes ce soir. D'abord, la suspension du port de la robe noire. C'était une forme de mouvement de grève dont a décidé le Conseil de l'ordre. Il s'agit du barreau du Cameroun. Ce mouvement a démarré ce 30 novembre 2020. Il va s'étendre jusqu'au 4 décembre. Et depuis ce matin, on a appris également que parmi les avocats, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, ou du moins ne souhaitent pas la reconduction d'un tel mouvement pour des raisons qu'on évoquera dans le cadre de cette émission. Premier thème donc, suspension du port de la robe. Le barreau est-il inféodé, sous-entendu le barreau du Cameroun? On va y réfléchir. On parlera également des élections régionales. Le rendez-vous, vous le savez, c'est le 6 décembre 2020, donc dimanche. Dimanche, des candidats pour cette élection indirecte vont donc se mobiliser. L'enjeu, selon le gouvernement, c'est l'aboutissement du processus de décentralisation dont on dit qu'il sera un point focal pour le développement du pays. 4 invités, c'est une habitude. D'abord, le docteur Ambroise Luison Essomba, il est enseignant de droit public. Bonsoir, prof. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Merci infiniment d'être là. Dans votre diagonale, le docteur Patrick Refoué, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir aux copanélistes et aux téléspectateurs du programme. Vous êtes là en tant que représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Merci également d'être là. Ensuite, nous avons Max Wabo. Bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir également aux copanélistes. C'est un plaisir d'être là et d'échanger pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent. Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et enfin, Jean-Jacques Ndiok Miseke. Bonsoir. Bonsoir Dipita et bonsoir aux copanélistes qui sont là présents. Et aussi bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent. Et je pense que les deux sujets évoqués tout à l'heure vont permettre, n'est-ce pas, à l'ensemble des téléspectateurs ce soir de comprendre déjà les problématiques liées à la profession d'avocat, aussi, n'est-ce pas, à l'enjeu majeur qui est les élections régionales qui auront lieu le 6 décembre prochain. Je rappelle que le PCRN et le RDPC sont très engagés dans ces élections-là. Vous êtes le président en France du parti Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui, bien évidemment. Je représente le Parti camerounais pour la réconciliation en France. Nous avons reçu tout récemment le président Cabral lors de sa toute première sortie internationale après l'élection qui s'est passée le 6 février dernier. Et ça avait un plaisir que nous essayons, n'est-ce pas, d'occuper le terrain. Nous sommes là maintenant en pleine, n'est-ce pas, recomposition de notre base électorale, de notre base militante. Donc c'est ce travail qui nous affecte beaucoup. Et le CAM occupe, n'est-ce pas, une place de choix dans cette reconfiguration de la base politique du PCRL. Merci encore d'être venu ce soir. Patrick Refoué, peut-être un mot également dans cet environnement, avant qu'on ne prenne le thème. Dans le fond, cet environnement socio-politique, on dirait que la température, elle est plus ou moins calme, elle est un peu tumultueuse, vous l'apprécierez comment? Écoutez, il y a eu de l'agitation, une agitation bien entendu instrumentalisée par le MRC, mais la situation s'est normalisée et nous ne pouvons que nous satisfaire de cette situation qui est en train de s'apaiser et nous espérons que les choses iront s'améliorant. Le MRC se sent-il concerné par cette température, comme le dit Patrick, tumultueuse par moment? Oh, je ne sais pas. On observe le climat politique avec tous les dérapages qu'on peut observer. Dérapages, bien évidemment, qui se trouvent du côté du parti au pouvoir et donc du RDPC. Mais on fait avec. On attend voir jusqu'à où iront les choses. Peut-être que le pro va faire l'arbitre de ce match. Oui, oui, bien entendu. Le caractère flegmatique de cette élection part déjà de la nature du scrutin, qui est un scrutin indirect, c'est-à-dire qui n'élit pas directement le peuple.
C'est d'abord le premier point. Et vous savez que seuls sont directement concernés ce que j'appellerais les grands électeurs, un peu comme aux États-Unis, auprès desquels, justement, les campagnes méritent d'être faites et surtout les sensibilisations. J'ai été associé à une réflexion par quelques membres, je crois, le député Emmanuel Pangol, le Douala 2 et Mme le maire, qui m'ont justement associé à cette réflexion pour démontrer à quel point était utile le vote des conseillers municipaux, justement, du RDPC. Donc, c'est pour dire que la nature du scrutin impose le caractère flématique. Au-delà de cela, il n'y a que le désistement d'un parti comme le SDF peut aussi, à mon sens... Le SDF? Oui, bien entendu. Le SDF a décidé de ne pas aller. Ouais. Voilà, justement. Donc, pour tout cela, on peut estimer que, d'où le caractère timide ou tumultueux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de cette campagne électorale. Vous savez aussi que c'est la toute première dans l'histoire. On organise pour la première fois les élections régionales. Peut-être que tout à l'heure, quand nous rentrerons dans les enjeux, les uns et les autres comprendront quelle en est la nécessité ou l'impérativité. Et ce sera le deuxième thème du soir. Transition, on prend d'abord le premier thème autour des avocats. Vous reprenez la parole, hein, prof. Peut-être pour nous resituer un peu le cadre légal. Parce que l'argument, on va certainement parcourir ce courrier tout à l'heure, que ceux des avocats qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le Conseil de l'ordre évoquent, ils parlent d'un cadre légal qui n'a pas forcément été bien respecté par le Conseil pour dire leur position de ne plus respecter la décision prise. Est-ce que, si on revient un peu dans le fonctionnement du barreau du Cameroun, quelle appréciation feriez-vous de la décision qui a été prise déjà, c'était je crois le 10 novembre hein? Oui, bien entendu, à mon sens, c'est une décision qui intervient à la faveur d'un acte malheureux qui s'est produit au tribunal de premier instant de Bonanjan, où les avocats estiment avoir été bastonnés, violentés et gazés. Et à la faveur de cela, ils ont donc décidé à travers la dame qui assure l'intérim de ce conseil de l'ordre des avocats. Et on a vu les signataires, il y a des signataires. Donc l'ordre s'est retrouvé en ses membres les plus prestigieux et ont décidé justement de surseoir à toute activité visant la bonne administration de la justice. Parce que vous savez, entre la magistrature et l'avocature, il y a comme une collaboration, j'allais dire mystique. Mystique tout simplement parce que, quand vous regardez bien, le juge, surtout le magistrat, ne peut sereinement pas rendre une décision, surtout en matière criminelle, tant qu'il n'y a pas une assistance judiciaire. Je vais même dire, commençons par le bas. Est-ce que vous savez qu'au niveau déjà d'un commissariat ou d'une gendarmerie, lorsque quelqu'un est inculpé de ce côté, il peut estimer ne pas parler si son avocat n'est pas là. Donc vous voyez, déjà à ce niveau, il n'y a que la bonne administration ou la recherche de la vérité est plombée. Maintenant, nous montons d'un cran. Vous vous rappelez que la note des avocats du conseil est suffisamment claire. C'est-à-dire que vous avez, dans la recherche de la bonne administration de la justice, il y a ceci que c'est l'échange nourri entre l'avocat qui défend son client et le juge que justement jaillit la vérité. Or, dès que l'avocat n'est pas là, vous avez vu depuis lundi, vos caméras ont sillonné certains tribunaux et bien entendu nous avons constaté avec voilà, avec justement regret que cette décision a été largement respectée. Bon, si aujourd'hui vous évoquez le cas de quelques avocats qui ne sont peut-être pas contents de cette décision du Conseil, bon, ils doivent comprendre que c'est le Conseil en réalité qui détermine, qui prend une décision. Et en droit administratif, on estime que c'est un acte administratif unilatéral. On peut considérer ça comme une délibération qui s'impose au respect de tous les avocats. Je crois que j'étais sur un plateau de télévision avec un avocat du RDPC qui me faisait savoir effectivement que lui-même, il avait du remords par rapport à cette décision au regard des conséquences graves, comme je le disais tout à l'heure, non seulement sur l'image de notre justice, mais aussi, comme je l'indiquais, sur la bonne administration de notre justice et la recherche de la vérité. Donc, c'est pour indiquer que, vous voyez, il y a les élections qui arrivent le 6 décembre. Et au niveau des degrés de juridiction, cette décision attaque justement les tribunaux de grande instance, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel. Et il y a le contentieux aussi par mégarde
il survient un contentieux après le 6, si la note est toujours maintenue, cela veut dire que le contentieux ne va pas se résoudre puisque le contentieux électoral fait intervenir justement la présence des avocats. Patrick Rifoué, si jamais les avocats restent dans leur démarche, quelles peuvent en être les conséquences parlant de la réaction de Maître Pensi et compagnie qui contestent, comme on le sait, avant de rentrer dans les questions de fond, la décision du Conseil de l'ordre? Écoutez, je pense que l'avocature, c'est une profession libérale. Les avocats qui choisissent de ne pas honorer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs clients en subiront les conséquences sur le plan strictement contractuel. Maintenant, ça peut effectivement perturber la saine administration de la justice. Le docteur Essomba l'a rappelé tout à l'heure. Dans un certain nombre de procédures, il est indispensable que les personnes, les parties engagées, soient conseillées ou accompagnées par des avocats. Donc, le fait que les avocats aient décidé de surseoir au port de la robe pose le problème de la continuité de l'administration de la justice. Maintenant, je voudrais quand même, avant de développer davantage, qu'on se souvienne de ce qui conduit à cette situation-là. Vous avez des avocats qui sont quand même soupçonnés, d'ailleurs ils ont été condamnés, même si la condamnation n'est pas définitive, ils ont été condamnés pour escroquerie. Et ces avocats-là, vous avez leurs confrères qui ont décidé d'empêcher qu'on les extrait du palais de justice pour les ramener à la maison d'arrêt. Et donc, face à cette situation, les forces de l'ordre sont intervenues et on nous dit que les avocats seraient persécutés. Je dis qu'il faut être sérieux. Le Cameroun est un État de droit, mais ce n'est pas la République des avocats. Les avocats ne sont pas au-dessus des lois et il n'y a aucune raison que des avocats fassent obstruction à la saine application d'une décision de justice, fût-elle provisoire ou même définitive. Donc, moi, je ne comprends pas cette action qui est menée par le barreau. J'ai le sentiment que le barreau, qui au Cameroun a toujours été politisé, l'est davantage aujourd'hui, et cela est très regrettable. D'ailleurs, constatez avec moi que si vous avez lu le courrier des avocats qui ont marqué leurs réserves, ils considèrent que la décision qui est prise est une décision inique. Parce que déjà, ce ne sont pas tous les avocats qui sont tenus de ne pas porter leur robe. C'est-à-dire que si vous avez des affaires au civil, ainsi de suite, vous pouvez continuer à plaider. Donc, si vous êtes spécialisé sur un type d'affaires particulier, vous serez lésé pendant que d'autres confrères peuvent continuer à plaider en toute quiétude et à gagner leur vie. Donc, même sur le plan interne, il y a une question d'équité dans la décision qui est prise. Et je pense qu'il faut interroger la logique qui a présidé à la prise de cette décision-là. Marx, sur je veux dire la contradiction apportée par certains avocats, dont je vais retrouver les noms dans mes notes. Votre réaction là-dessus? Il s'agit entre autres, je veux dire Maître Emmanuel Pensi, Maître Joseph Diabou, Maître Georges Tegem, Maître Louis-Gabriel Eyango, Maître Bita Blaise, Maître Nkoumou et Maître Zaveri Nkampoué, donc, qui sont parmi ceux, évidemment, qui ont signé le courrier en réponse au Conseil de l'ordre. Bien, tout d'abord, avant que de répondre, je voudrais faire une observation sur ce qu'a dit le docteur Rifoué. Absolument. Vous savez, lui, il dit que les avocats ne sont pas au-dessus de la loi, mais j'ai un peu le sentiment que là, on va un peu vite. On va un peu vite, parce que quand vous regardez dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ces avocats étaient condamnés. Non, ils étaient mis en détention. Pourquoi? On a dit outrage à magistrat. On a également dit la corruption. Et pour finir, les juges n'ont pas pu démontrer, ou bien le ministère public, si vous voulez ainsi, n'a pas pu démontrer qu'il y avait l'outrage à magistrat. On n'a pas pu démontrer qu'il y avait corruption. Mais on est allé sur un motif, on a dit escroquerie. Et vous savez très bien que ces avocats-là
ont décidé de faire appel. Et je reste convaincu qu'en appel, justement, on va voter cette décision en touche. Maintenant, d'autre côté, vous faites allusion aux avocats qui ont signé une note. Vous voyez, le docteur Luison a fait une observation. Il a dit, vous êtes dans une corporation. Quand le Conseil de l'ordre prend une décision, on ne peut pas prendre une décision dans une corporation à l'unanimité. Qu'on veuille ou pas, tout le monde ne peut pas être satisfait par une décision. Mais il se trouve que lorsque vous avez élu, vous avez voté vos pairs, vous avez dit voici nos représentants, quand ces représentants se réunissent et ils prennent une décision, cette décision s'applique à tout le monde. Alors, si on veut maintenant, on veut dire, bon voilà, j'ai vu, il y a des gens qui ont signé, on a 11 personnes, vous voyez, on connaît le nombre d'avocats qui est au Cameroun. 11 personnes sur près de 3 000, 4 000 avocats, ça ne représente rien. Mais ayons le courage de dire que ces avocats qui ont signé la note sont tous et tous du RDPC. Il y a même un, Maître Emmanuel Pincy, il a signé en disant quoi? Avocat du RDPC, il est précis. Il dit que tous ces avocats-là sont du RDPC. Et c'est justement où moi je peux penser qu'il y a une manipulation. Le docteur Ifou a dit que pendant longtemps, le barreau a été politisé et que aujourd'hui, ça semble être plus sérieux. Mais j'ai dit tout simplement que oui, pendant longtemps, le barreau a été politisé. Mais la manipulation venait du côté du gouvernement. On voit encore le cas aujourd'hui. D'où vient-il que vous appartenez à une corporation? Le Conseil de l'ordre prend une décision et on voit 11 avocats qui signent une note pour dire nous ne sommes pas d'accord. Ils évoquent même quoi? Ils sont un peu sérieux. Tous ces avocats, quand on dit aujourd'hui qu'on peut faire des affaires en civil, oui, tous ces avocats peuvent le faire. Tous ces avocats peuvent le faire. Il n'y a aucun avocat qui ne peut pas traiter une affaire en civil. Tous ces avocats peuvent le faire. Maintenant, quand on évoque des choses, la suspension du port de la robe, ça n'empêche pas justement qu'ils fassent des requêtes. Ça n'empêche pas justement qu'ils déposent des mémoires. Et très bien, même si on veut voir le contentieux électoral, mais j'ai envie de vous dire, le Conseil constitutionnel peut bien se passer de la plaidoirie des avocats. Quand vous avez déposé vos mémoires et tout ce que ça comporte, on peut bien se passer de vos plaidoiries. Moi, je pense plus simplement que c'est des avocats RDPC qui ont été instrumentalisés, et c'est généralement ça. On veut rendre une corporation forte, une corporation qui revendique des choses qui sont quand même légitimes. Très rapidement, on trouve des gens qui sont à la recherche du gain facile, qui sont à la recherche de certaines facilités, qui peuvent se lever et produire justement un communiqué et signe en évoquant des raisons qu'ils estiment fallacieuses. Le Conseil de l'ordre a pris une décision. Cette décision s'applique à tous les avocats. D'accord. Jean-Jacques, pareillement, je peux revenir encore sur les questions de forme avant d'aller dans le fond du thème pour interroger une éventuelle inféodation. Vos cette réaction d'autres avocats, vous y voyez une forme d'affaiblissement de la position du Conseil, une forme d'alerte. Pourrait-il y avoir une grogne dans la grogne? Bon, je dirais d'emblée que je ne veux pas entrer dans le sujet entre le MRC et le RDPC, parce que je ne vais pas rentrer dans ce sensible débat. Mais pour rester strictement d'ordre général, je pense que la décision qu'a prise le Conseil de l'ordre par rapport à ce qu'a pu commettre les deux membres de cette corporation, relève tout simplement aussi d'un plaisir peut-être de paralyser les affaires, parce que les trois juridictions choisies sont celles qui ont besoin automatiquement de la présence d'un avocat. Même si l'avocat présent dit OK, pour le contentieux, on peut ne pas se passer, mais ce sont les juridictions qui ont besoin. Et la plupart des affaires, je pense au Cameroun, je n'aime pas les statistiques, la grande majorité des affaires sont beaucoup plus les affaires qui relèvent de ces trois juridictions. Donc en excluant ces avocats-là, forcément, il y aura une paralysie. Et ce sont les justiciables, comme vous et moi, qui seront pénalisés par rapport à cela. Donc qu'il y ait une contradiction, qu'il y ait l'opposition par les avocats, comme on les qualifie sur les RDP, je ne pense pas. Mais un avocat reste un avocat pour plaider toute affaire. Ça crée toujours ce problème de la division du barreau. D'une part, certains avocats qui sont contre le barreau et qui sont peut-être proches du pouvoir, comme laisse l'entendre l'avocat de MRC. Et d'autre côté, d'autres avocats qui sont souvent... Vous savez, le problème du barreau remonte à très longtemps. Les maîtres Yondo et bien d'autres là. Ce problème de la balkanisation de cette corporation a toujours existé. Et le pouvoir en fait son gâteau.
l'opposition en fait son gâteau aussi. Donc nous avons un problème récurrent dans cette profession et ça pose aussi le problème du statut même de l'avocat. Parce qu'arriver à ce type de comportement de certains confrères pose vraiment la nécessité. Qu'est-ce qui peut pousser un avocat qui est supposé plaider pour le cas d'un justiciable, arriver à, même si ce n'est pas établi, je ne dis pas que les faits ils sont encore présumés innocents, même si on les a condamnés, ils ont fait appel à ça, mais ça pose des problèmes aujourd'hui, moi je pense, du statut maître Tungang, l'avocat encore sur un plateau. Quand un avocat arrive à poser cet acte, parce qu'il y a aujourd'hui des avocats qui n'arrivent même pas à honorer un certain nombre de charges liées à leur société, qui sont encore des salariés d'autres avocats. Donc ça pose vraiment, n'est-ce pas, le statut d'avocat qui peut amener certains confrères, de leurs confrères, à poser ce type d'actes et arriver à faire comme les syndicats du Parti communiste de l'époque où on refuse qu'un syndicaliste ne parte en prison même s'il a commis une faute. Donc je pense que ça fragilise évidemment le barreau, mais au même moment ça montre n'est-ce pas, l'insuffisance des mesures et des dispositions à prendre pour pouvoir rendre un barreau fort et permettre aux avocats de vivre de leur art. C'est un aspect de la question qu'on va essayer de relever. Ambroise Somba, venons-en à la problématique donc, de ce soir sur les pôles de pression, les enjeux, les pôles de décision, éventuellement sur l'inféodation du barreau. Et d'ailleurs, le courrier signé tout à l'heure, aujourd'hui, par Maître Percy et compagnie, relève un aspect, notamment sur les événements du 10 novembre. Et Patrick Rifoué l'a relevé également, s'agissant des avocats qui sont accusés d'avoir mené ces mouvements. D'ailleurs, ils ont été condamnés, notamment Maître Tanfou, Maître Choumenier, dont on sait que Maître Tanfou est tout au moins membre du MRC. Et dans la réponse, on voit effectivement que ce sont des avocats nombreux qui sont du RDPC. Est-ce qu'il n'y a pas comme une forme de, je ne veux pas dire politisation, mais ça semble être le mot dont on peut difficilement se passer, politisation du barreau du Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de tirer sur les ficelles pour qu'effectivement cette corporation, dans cet environnement sociopolitique suffisamment raide sur les bords, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté d'inciter, de susciter également les avocats à rentrer véritablement dans le match, quand on sait que ce sont les avocats, les enseignants qui en 2016 ont été un peu la goutte d'eau de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bien entendu, M. Dipita, ce qu'il faut relever avec force et vigueur, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des événements, d'ailleurs, vous savez que la crise anglophone, dite anglophone, est partie justement de ce que, à côté des enseignants, il y a eu les avocats qui avaient été violentés, on l'a vu également, et au niveau de ce qui s'est passé dernièrement, alors les avocats estiment pour l'essentiel que c'est comme s'il y a du côté du gouvernement une forme de répression à l'aveugle, c'est-à-dire que du barreau, et c'est ce qui peut justifier donc cette sortie, parce que quand je l'ai indiqué tout à l'heure, les avocats estiment que ils ont subi des pressions, ils n'ont pas de pression forcément, mais ils ont subi des actes, ils ont été gazés, ils ont été violentés, et que si on laisse perdurer une telle action, elle pourrait se perpétuer et se pérenniser. C'est la raison pour laquelle c'est ce qui peut justifier la prise de cette décision par le Conseil. Et comme le disais tout à l'heure, je renchéris en indiquant que je ne lis pas dans une boule de cristal, mais je suis certain que après que cette affaire soit apaisée, vous allez voir, puisque le président de la République a déjà fait une sortie, on peut déjà parler de la politisation au regard de la sortie du président de la République qui a demandé d'apaiser cette situation, parce que je dois vous avouer qu'il y a ici la question de la confiance et même de la crédibilité de notre justice qui est mise en jeu. Donc le président a demandé d'apaiser, et je suis certain que après cette histoire, tous ces signataires, des 11 signataires, vont comparer devant la commission de discipline du barreau. Je suis certain, et je crois que c'est ce qui va arriver. Parce que là, il y a une décision qui est prise, et on estime que, et ils estiment que la décision n'a pas pour temps, ils font partie de la coopération.
Ils auraient pu peut-être se rapprocher de madame qui assure l'intérim et de leur faire savoir de manière écrite et que cela resterait de manière informelle au niveau du conseil. Mais dès que ça sort de cette manière, et là je suis très heureux des développements de Rufo qui dit observez bien. Et de Mars qui dit que observez bien. Les 11 signataires viennent d'une obédience politique connue. Et de l'autre côté, les 2 maîtres, Tanfo et l'autre qui ont été arrêtés, vous voyez que, et ils sont du MRC. Donc ça veut dire qu'on peut, à partir de là, croire à une politisation de cette affaire. Mais moi, je voudrais lever le curseur pour indiquer que je ne suis pas dans l'option de la politisation, mais je suis plutôt dans l'option d'une organisation comme le barreau qui défend prioritairement ses intérêts. C'est-à-dire que, autre que... Parce que quand vous regardez dans l'ensemble, en dehors de ces 11 signataires qui se sont opposés, qui estiment que la décision qui est prise n'est pas opportune et bonne, il y a aussi certains dans le RDPC qui sont avocats et qui se sont soumis, qui ont accepté de se soumettre à la décision prise par le Conseil. Donc moi, je sors de l'idée de la politisation, mais je dis, il s'agit ici, puisque c'est un corps, il s'agit de la défense des intérêts d'un corps, comme ça se fait dans tous les syndicats. Vous voyez aujourd'hui que quand vous vous retrouvez dans une sorte de syndicat, dès qu'on attaque un, c'est comme si on aurait attaqué tout le monde. Et je voudrais également ajouter que, vous regardez bien aujourd'hui, M. Dipita, s'il y a une résurgence, une montée en puissance des choses comme la justice populaire, c'est justement parce que les gens commencent à perdre de la confiance faite au niveau de la justice étatique. Donc, il faudrait que, et je me réjouis de ce que le président de la République ait fait une sortie pour calmer le jeu, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, si on laisse cette situation perdurer, vous verrez que la justice dans son fonctionnement, ou bien la bonne administration, au-delà de cela, la continuité du service public judiciaire va, à mon sens, prendre un véritable coup. Et si rien ne fait, je pense qu'à terme, peut-être que le président de la République convoquera, je ne sais pas qui, les états généraux de la justice pour essayer de voir comment régler ce problème. Marx, y a-t-il une forme de bataille au sein du barreau ou alors volonté d'instrumentalisation le barreau entre les différents appareils politiques, même si ce n'est pas institutionnalisé? Non, quand on dit même bataille entre les différents appareils politiques, en posant la question en ces thèmes-là, on pourrait penser effectivement qu'il y a des camps qui se forment au niveau du barreau. Je dis non. Ne perdons pas de vue une chose. Parce que si on veut entrer dans le domaine de la politique, du coup, on perd de vue qu'est-ce que le barreau reproche. Écoutez, nous avons vu, avant même cette grève, je crois qu'en 2019, à moins que je me trompe, il y a également eu une autre grève des avocats. Je crois que c'est le ministre délégué, le ministre Momo, qui avait essayé de faire l'apaisement. Qu'est-ce que les avocats réclamaient? Ils reprochaient le fait que, quand ils vont dans des unités de commissariat ou de gendarmerie, ils ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle en toute quiétude. C'est-à-dire que vous avez un client qui est convoqué dans une unité, vous vous rendez là-bas, et vous arrivez, vous n'avez même pas parole. Vous vous retrouvez devant un officier de police ou un enquêteur qui vous dit, écoutez, maître, vous ne prenez pas la parole ici. Ici, vous écoutez tout simplement. Autrement dit, il vous définit encore la notion d'assister. Il semble vous dire comment vous devez assister un client. Et du coup, ça n'obéissait pas à certaines règles. Alors, d'un autre côté, vous avez également des avocats qui étaient violentés. Nous avons vu à Yaoundé, un avocat, je crois que c'est le commissariat central numéro 4, un avocat qui a été battu, ses vêtements déchirés. Tout ça n'est pas de nature à plaire le barreau. Alors, du coup, quand on voit comment l'avocat est traité, il est brutalisé, ça pose également un problème au niveau de la crédibilité de notre justice. Qu'on veuille ou pas, une telle situation ne peut pas être de nature justement à rendre crédible notre justice. La notion d'avocat gazé vient bien après. Hein. Je dis que même s'il n'y avait pas eu de gaz, je crois que tel que le climat se présentait, on pouvait toujours arriver à cette situation. Je crois que les avocats qu'on a gazés en salle, ça tout simplement était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Mais ne perdons pas de vue que ces gens réclament tout simplement qu'on ait une justice saine. Ces gens réclament justement qu'on les laisse exercer leur profession en toute quiétude. Ces gens estiment effectivement qu'il y a d'une manière ou d'une autre une volonté justement de leur humilier. Alors écoutez, si vous allez aller dans défendre votre client, vous arrivez et qu'à tout moment un officier de police
pour vous mettre vous-même en cellule avec votre client, ça commence à poser problème. Soit vous accompagnez votre client et vous êtes dans une certaine peur. Parce que si l'officier essaie de le menacer, vous avez peur de riposter. De peur que je peux riposter comme ça, me met en cellule avec mon client. Donc, vraiment, pour faire simple, il faudrait tout simplement qu'on tienne compte que la profession d'avocat est une profession noble. On parle de justice. Et vous savez que dans un pays, si la justice ne représente rien, le pays ne sera pas crédible. Ça, ne perdons pas ça de vue. Si, au lieu de rester là, penser qu'on peut manipuler la justice, on peut dire les avocats ont eu tort, vraiment, je pense que laissons un peu le côté politique et posons-nous la question, est-ce que ces gens exercent leur métier diplômant? La réponse est non. Patrick Foué, la présence, par exemple, de Maître Amfo parmi ceux qui sont reconnus, puisqu'il y a une sentence, qui a été reconnu coupable des manifestations du 10 novembre au tribunal ici à Bounandjo. Est-ce simplement une coïncidence? Un avis que ne partagent pas forcément justement les avocats du RDPC qui réagissent. Je vais dire que, et je reprends la question de tout à l'heure, y a-t-il volonté réelle manifeste de manipuler le barreau? Bon, écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais faire une précision. Lorsqu'en 2018 et 2019, les avocats se sont plaints relativement aux conditions d'exercice de leur métier, je pense que pratiquement toute la société camerounaise a fait chorus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on ne peut pas assimiler les événements qui ont eu lieu autour du 10 novembre à ces événements antérieurs. Il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas d'isomorphisme possible. Il faut que cela soit clair. Les cas pour lesquels les avocats se sont plaints précédemment étaient effectivement les cas dans lesquels ils étaient incapables d'exercer leur métier. Et à chaque fois que ces situations arrivent, premièrement, il faut condamner ces situations et il faut souhaiter que cela ne se reproduise pas. Il me semble effectivement que le ministère de la Justice a essayé, en travaillant avec le barreau, de régler ces problèmes-là. Dans le cas présent, j'ai entendu Maître Wabo parler de noblesse. Il n'est pas maître. J'ai entendu M. Wabo parler de noblesse du métier d'avocat. Bon. Que fait la noblesse d'un métier lorsque les membres de la corporation sont accusés d'escroquerie? Ils ont même d'ailleurs été condamnés pour escroquerie. Que fait la noblesse d'un métier lorsque ceux qui sont... Le Conseil de l'ordre a effectivement dit que ceux-là, ils vont passer à... Il y a une procédure en interne qui est... Oui, j'y viens. Que fait la noblesse d'un métier lorsque ceux qui sont tenus de dire le droit font obstruction à l'application d'une décision de justice? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Moi, je dis, il n'y a pas de raison que le barreau ne se désolidarise pas de cette gangrène-là. Cela n'a rien à voir avec la majorité des avocats qui, je l'espère, connaissent davantage la loi que les juges. Mais pour ceux-là qui sont convaincus d'un commerce coupable, pour ceux-là qui choisissent de jouer les intermédiaires pour les juges ou de faire croire à de simples Camerounais qu'ils vont jouer les intermédiaires et qui empochent la cagnotte, nous disons ils n'ont rien à faire dans l'avocature. C'est de ça qu'il s'agit. Et le barreau est extrêmement maladroit lorsqu'il prend sur lui de défendre par pur corporatisme des individus qui n'ont rien à faire dans la profession d'avocat. Je tiens à rappeler que l'alinéa 4 de l'article 5 qui régit la profession d'avocat dit qu'il faut être de bonne moralité. Bon, je ne sache pas que la bonne moralité, on puisse être de bonne moralité quand on a été convaincu d'escroquerie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je précise encore, dernière chose sur cet axe-là, que le barreau, récemment, lorsque des avocats se sont retrouvés dans le domicile privé d'un homme politique en tenue, Maurice Kamto, en l'occurrence, vous ne voulez pas le citer? Je n'ai pas besoin de le citer, mais le barreau nous a fait un communiqué pour nous dire qu'il n'y avait pas eu de faute. Aujourd'hui, le barreau nous dit que les avocats sont persécutés parce que des individus qui ont fait obstruction à l'application d'une décision de justice ont été, avec un peu de vigueur, dispersés. Je dis que ce n'est pas sérieux. C'est du corporatisme, premièrement, et deuxièmement, je suis tenté de croire qu'il y a une forte politisation. Vous avez indiqué
que Maître Tamfou et probablement Maître Tchoumenyé sont des membres du MRC. Les informations dont nous disposons nous laissent à penser que d'ailleurs ce qui s'est passé le 10 avait été prémédité. Donc ce n'était pas un mouvement spontané. Non. Ah bon? Si, ce sont les informations que nous avons. Monsieur... Ces informations nous laissent à penser, j'ai encore la parole, ces informations nous laissent à penser que ce mouvement n'était pas si spontané que ça. Et que les avocats qui sont allés manifester ce jour-là avaient bien préparé leur coup. Moi, je dis, ce n'est pas sérieux. Il n'appartient pas au barreau de prendre la défense de ses membres qui sont véreux. Ce qu'il appartient au barreau, et c'est ce qui permettrait à la justice de regagner ses lettres de noblesse chez nous, c'est d'extirper cette gangrène. Donc moi, ce que j'attends, au lieu qu'on a trait au conseil de discipline des membres du barreau qui se sont désolidarisés d'une décision qui est une décision unique, et ils ont expliqué pourquoi. Ce que j'attends, c'est que les avocats véreux soient condamnés de manière plus régulière. J'ai encore regardé sur le site internet de l'Ordre des avocats, je ne trouve nulle trace d'une condamnation d'avocats. Donc les avocats seraient des honnêtes gens pendant que les magistrats, eux, ils sont corrompus? Non. Alors Jean-Jacques, est-ce que cette situation, et d'ailleurs vous citiez à juste titre tout à l'heure Maître Yondobla, qui en a connu d'autres, est-ce que cette situation n'est-elle pas susceptible de fragiliser ou alors, je veux dire, une forme de bâton dans les roues du barreau? Pour mieux me faire comprendre, je fais un peu de réflexion. Là, on a des avocats, manifestement, du RDPC, qui disent leur mécontentement ou alors qui font leurs appréhensions au barreau du Cameroun. Supposons, comme le prédit le docteur Ambroise Luizon, que le Conseil de l'ordre passe au Conseil de discipline. Et qu'au sein du barreau, effectivement, tous les militants du RDPC, avocats, sans solidarité politique, décident donc de s'opposer à cette éventualité face à leurs camarades. Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer là dans un engrenage qui, finalement, risque effectivement fragiliser au propos liminaire que j'ai tenu, que c'était, je ne voudrais pas que ce débat reste entre le MRC et le RDPC. Quand j'entends c'est Marx, c'est bien ça, voilà, et le docteur, est-ce que les deux parties se tirent la balle? Moi, je vais rester sur l'angle, comme disait le docteur Luizon, d'un citoyen qui observe, n'est-ce pas, la justice de son pays, qui est censé rendre une justice saine pour tout le monde. Parce que je crois que quand il plaide cette main, il est prête au nom du peuple camerounais. Absolument. Et soit rendu là-dedans. Le problème qui est posé aujourd'hui, quand nous rencontrons depuis bientôt un mois et demi, c'est que deux avocats ont commis un fait de droit commun. On suppose que voilà, ils ont commis un fait qui est naturel, qui a été instruit par certainement un juge d'instruction. Ils sont passés devant un juge, on les a condamnés, ils ont la possibilité de faire appel. Tout ce qui a été normal, c'est que je pense que ce qui relève, ce qui doit avoir énervé les avocats, et comme l'a dit le maître Tchunga, c'est qu'ils ont présenté toutes les garanties nécessaires qui permettaient à ne pas les envoyer en prison. Je pense aussi que les juges ont estimé que ça doit servir d'exemple aussi. Peut-être c'est juste quelques avocats qu'on a vus, mais il y en a plein qu'on rencontre tous les jours. Il y a des avocats qui commettent certainement, je ne sais pas les noms, les chiffres, mais il doit y en avoir. Donc je pense qu'il y avait ce deux poids, deux mesures. Les juges ont voulu donner un exemple à tous les autres par rapport à ce qui s'est passé, et les avocats ont estimé que la prison est l'exception, il me semble. Et l'exception, la liberté est ce qui est prévu. Donc ils ont amené toutes les garanties nécessaires. Les gens se sont portés caution, mais malgré cela, on a quand même pris une décision qui leur demandait de partir. Je pense que les avocats aussi devraient se rendre compte que, en faisant ce blocus aussi, ce n'était pas aussi une bonne image de la profession. Moi, je dis qu'en faisant cette image que tout le monde a vue, même au sein de la profession, il y a certains avocats qui se sont offusqués de ce qui s'est passé. Une décision a été rendue. La meilleure manière aurait été de l'accepter comme vous acceptez les décisions de vos clients. Ça veut dire que les avocats ne sont pas des clients ordinaires ou pas, je n'en sais pas. Mais il me semble, en tant que citoyen, les avocats ce jour devraient utiliser tous les voies de recours. Aujourd'hui, c'est rentré dans un cas d'ordre politique. Même la sortie des avocats comme qualifiés ceux de RDPC, je ne pense pas que leur sortie aussi est justifiée. Parce qu'ils essaient de cristalliser ce débat entre deux camps et ramener maintenant, on est à la veille d'une échéance qui intéresse les Camerounais, qui doit permettre aux Camerounais de s'occuper du quotidien. On essaie de cristalliser
de ramener, n'est-ce pas, de dérouter, comme d'habitude, quand il y a des échéances, certains acteurs politiques qui n'ont pas un enjeu majeur là-dedans essaient de détourner, n'est-ce pas, l'attention de l'opinion publique à d'autres questions qui n'ont pas lieu d'être. La sortie aussi des avocats du RDPC n'avait pas lieu d'être. Quand une décision est prise, c'est là où je rejoins Max, dans une corporation, elle est applicable. Commencer aussi à saucissonner une décision sous prétexte que c'est cette partie, elle est applicable à tout le monde. C'est là aussi où il y a, n'est-ce pas, la faiblesse de la décision de l'autre. L'autre prend une décision, elle doit être applicable dans toutes les juridictions. Elle ne doit pas circonscrire, ok, c'est seules les 3 juridictions qui semblent avoir le gros des dossiers, et donc la présence d'un avocat est importante, et laisser les affaires civiles. Les affaires civiles, même un simple citoyen peut aller plaider une affaire civile. Absolument. On n'a pas besoin d'un avocat là-dessus. On n'a pas besoin d'un avocat. Les conséquences, oui, alors d'abord, vous voulez ajouter? Non, allez-y. Des conséquences éventuelles de cette situation-là? Non, vraiment, député, avant de rentrer sur les différentes conséquences possibles, je voudrais indiquer que la noblesse du métier de l'avocat, beaucoup de gens semblent minorer. Vous savez, nous avons beaucoup de chefs d'État qui sont des avocats. Nous avons tout dernièrement l'autre Macron qui venait de faire confiance à un avocat qui occupe la tête d'un ministère de la Justice. La noblesse du métier part également du fait que lorsque les magistrats sont à la retraite, ils deviennent avocats. Et ils déposent leur dossier, il faut une approbation du conseil. Et au-delà de cela, même nous-mêmes les enseignants d'université, moi après 15 ans de service, dès que j'ai achevé mes 15 ans de service, je deviens avocat. Nous avons le professeur Nicole Klein-Doko, nous avons le professeur Dieudonné Les Antoine, ils sont très nombreux les enseignants de l'université. Moi je pense qu'il y a eu ici un problème d'ego. Un problème d'ego, et là je vais un peu restituer les faits tels que l'a fait mon frère tout à l'heure. Vous voyez aujourd'hui, quand il y a un problème, la loi précise que le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est la détention. Or, madame le magistrat qui a rendu la décision a plutôt choisi l'exception au lieu de choisir le principe. Vous savez, c'est vrai, on parlait de l'impérium du juge, mais l'impérium du juge ne doit pas se fonder sur l'arbitraire parce que le principe est d'abord posé par la loi. C'est-à-dire qu'il faut suivre d'abord l'orientation donnée par la loi qui est le principe. Moi, je pense, pour ma part, que madame le juge avait juste voulu faire restaurer l'autorité de la justice au regard des pressions qu'elle avait eues. C'est-à-dire que les gars se sont constitués près de 300 avocats. Tout cela relève, c'est de leur droit. Autre élément que je voudrais évoquer, c'est que, vous savez, le test prévoit que les avocats utilisent tous les moyens pour défendre leurs clients. C'est-à-dire que la loi n'a pas précisé qu'il y a des moyens légaux ou des moyens illégaux. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas pour encourager la corruption. Non, c'est-à-dire que c'est pour montrer... Vous savez que dans la plaidoirie, l'avocat peut prendre une pièce qui est fausse et mettre dans le dossier. Tout pour lui, c'est de chercher à dédouaner son client. Vous voyez un peu? Alors, c'est pour dire quoi? Tous ces rapports amènent donc à quoi que les rapports entre les magistrats et les avocats sont des rapports, je l'ai dit tout à l'heure, de collaboration à la limite mystique. Parce que le seul contact que l'on souhaite, et c'est prévu, c'est l'avocat peut rencontrer le magistrat. Et vous voyez aujourd'hui que quand je parle des questions d'ego, ça veut dire que vous avez quelques magistrats aujourd'hui qui jouent à la fois le rôle d'avocat et de magistrat. C'est-à-dire qu'on connaît des magistrats qui vous appellent, vous le client, le justiciable, il vous dit « Ok, faites des conclusions de cette manière, et voilà, vous n'avez plus besoin d'un avocat. » Ça se sait, on connaît un CAF qui l'a fait ici. D'ailleurs, le président de la CONAC l'a cité. C'est pourquoi lors de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, lorsque ce magistrat n'a pas comparu, ça a énervé les Camerounais, parce que c'était quand même un acte qui a été solennalisé. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, M. Dipita, retenons une seule chose aujourd'hui. Quand nous sommes au sein d'une corporation et qu'une décision est prise, je pense que l'honnêteté et la discipline qui sied à cette organisation voudrait qu'on la respecte. Parce que la sortie des autres membres, comme on l'a cité tout à l'heure, me semble une sortie qui va, et je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir, nous sommes tous là, ce n'est pas le projet, mais vous allez voir que ça va, même si le problème est réglé de manière générale, mais vous verrez qu'en interne, au sein de la coopération, ça va chauffer de ce côté-là. Donc c'est pour dire que
l'image de notre justice, et je me rappelle, vous vous rappelez, l'organisation, j'allais dire Transparency International, dans un de ses rapports un jour, avait fait une sorte d'hierarchisation des institutions les plus corrompues et caracolait au premier chef l'institution judiciaire. Et j'ai aimé la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est un ancien magistrat, qui connaît mieux ces choses-là. Pendant qu'il installait Madame le président du tribunal criminel spécial, il a rappelé au magistrat, Madame le magistrat, restaurer l'autorité, restaurer l'image et restaurer la confiance à la justice. Vous voyez donc que lorsque surviennent des faits comme ceci, qui, à mon sens, moi je ne condamne pas les corruptions, tout ça, moi je condamne la disproportionnalité des moyens qui a été utilisé contre les avocats. Moi, je reste un droit de l'homiste, je suis contre tout ce qui peut amener la violence. Donc, pour une affaire pareille, vous avez vu, les violences par escalade nous ont toujours amené à tendre l'atmosphère sociopolitique inutilement. Or, les problèmes peuvent tranquillement se régler. Est-ce que vous savez que les mêmes policiers ou les mêmes gendarmes, quand ils ont les problèmes, ils recourent vers qui? Ce n'est pas pour dire que les avocats doivent être au-delà de la loi ou au-dessus de la loi, mais comprendre tout de même qu'à un moment donné, il y a un corps qu'il faille respecter. C'est pourquoi aujourd'hui, au Cameroun, on ne respecte plus rien. Vous voyez, nous-mêmes, le corps des enseignants, Dieu merci que depuis un bout, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État, Jaffa Ndongo, a compris avec le ministre des Finances. La petite prime qui nous a allouée tombe désormais sans tambour ni trompette. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il ne faudrait pas articuler le bruit de la craie. Ça ne fait pas bonne image. C'est la même chose au niveau de la justice. Donc, Dipita, restaurons l'autorité de notre justice, restaurons l'image de notre justice, parce que, écoutez, l'attractivité et même les questions d'investissement dans un État relèvent de la bonne administration de la justice. Un investisseur qui veut venir donner son argent au Cameroun pour investir, pour créer une activité, si le gars se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de justice de ce côté-là, ça veut dire que s'il met ses 40 millions et que quelqu'un le frappe, il sait qu'il va prendre les 10 millions, il donne le prêteur au juge et qu'il est libéré. Vous voyez que ce n'est pas un élément d'attractivité. D'accord. Ce que je voulais ajouter par rapport à, c'est qu'on n'est pas, tout au moins pour être nuancé un peu le propos du docteur Elma, c'est que je ne suis pas contre qu'on ne puisse pas respecter, mais dans tous les pays du monde, regardez tout récemment en France, on préparait le budget et on avait aligné les retraites des avocats dans le régime général. Les avocats avaient gravé, ils avaient vraiment créé un peu le désordre et l'État doit faire régner l'ordre. À travers des arbitrages. Voilà. On a dit aux avocats, il y a des moyens de recours pour ne pas faire obstruction à la vie de la République. Ce que moi je reproche aux avocats, c'est qu'ils ont commis un acte, c'est d'une banalité, disait M. Tunga, d'une banalité qui n'a pas, d'une banalité simple. Là on est d'accord. Voilà, donc ils ont posé un acte que c'est un lambda. Est-ce que c'est parce qu'ils sont avocats, ils ont voulu donner à ça une certaine ampleur? Certains avocats aujourd'hui, RDPC récupèrent cela, ça devient une histoire maintenant, MRC, non. Et ça détourne les Camerounais des objectifs qui sont les leurs aujourd'hui. Donc je pense que les avocats qui ont commis cet acte doivent être sanctionnés d'après la réglementation. Mais au même moment, on doit respecter, parce qu'une justice sans avocat, ce n'est pas une justice non plus. Rapidement, je voudrais faire de la précision à M. Ndiok. Écoutez, qu'on ne le veut pas, la loi voudrait bien que un juge d'instruction peut vous libérer sous garant, peut également vous libérer sous caution. Mais vous savez très bien que l'avocat bénéficie d'une garantie de représentation. Alors, ce qui peut faire courroux dans cette affaire, c'est de trouver que vous avez des avocats qui viennent vous dire « nous sommes disposés à nous porter garant ». On est même disposé, si on allait dans le cadre du liberté sous caution. Il n'y a pas meilleur que l'avocat qui dispose des garanties de représentation. Quand vous voyez, je vous en prie, quand vous voyez une corporation, là-dedans, il y avait même des représentants du Conseil de l'ordre qui étaient ce jour à cette audience-là. Alors, lorsqu'ils viennent vous dire, on veut la liberté sous garant, on est disposé à présenter ses avocats, à tout moment. Alors, effectivement, là, je partage le point de vue du docteur, il y a justement eu un problème d'ego entre les magistrats et les avocats. Et ça a dégénéré. Mais nulle part, je voudrais faire la précision, parce que quand on parle d'obstruction, je ne crois pas
qu'on a des avocats qui sont placés là, qui ont dit que leurs confrères ne bougeaient pas. Non, je ne pense pas qu'on a... mais je voulais vous relancer, mais quoi qu'on dise, à la fin de la journée, en toute âme et conscience, le juge décide. Et par rapport aux deux éléments que vous avez apportés sur la garantie, le juge a choisi de ne pas libérer les gars soit sous caution, soit sous toute autre forme que possible. Il a décidé de les envoyer en préventive. Nous ne disons pas non. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu un problème d'ego dans cette histoire. C'est-à-dire que si on voulait justement... C'est peut-être pour ça que, je veux dire, pour toujours vous relancer, c'est peut-être pour ça que l'approche, je veux dire, de Jean-Jacques Diop est, je veux dire, à considérer également, qui dit, mais on dit aux avocats, il y a une procédure. Il ne faut pas venir non plus... je vais dire, faire du désordre dans la salle d'audience. Non, mais en réalité, quand on regarde même, écoutez, notons quand même une chose, c'est que quand l'incident se produit, pendant l'audience, c'est le président du tribunal qui est garant de la sécurité. Mais notons quand même que le juge, qui est déjà sorti de la salle d'audience, ces avocats sont restés. Est-ce que quand ces avocats sont restés, ils ont posé des actes de violence ou une barbarie? Non. Pourquoi je dis? Vous avez vu qu'avant l'audience, on avait des gendarmes dehors. Et on avait justement la police qui était à l'enceinte du palais. Alors, je dis tout simplement, moi je dis qu'il y a eu un problème. Et peut-être il faut même savoir d'où est même venue cette manipulation. Non, je précise, monsieur le député. Pourquoi? Parce que les avocats ont empêché que leurs confrères retournent. Mais non, ils étaient déjà partis. Puisque quand vous voyez des vidéos, vous voyez bien que ces avocats sont restés en salle. Quand ces avocats sont restés en salle, pourquoi la police est donc venue entrer? Quelqu'un dans le but de venir les gazer, étant donné qu'on avait déjà pris, leurs collègues et leurs collègues étaient sortis de la salle d'audience. Quel était dans le but? Quel était dans le but? Moi, je dis tout simplement, il y a eu un problème d'ego dans cette histoire et voilà où justement on s'est retrouvé aujourd'hui. Maintenant, je voudrais faire une précision et je ne peux pas laisser passer le docteur Ifoui à... Parce que vous voyez, on tente toujours de trouver la bête n'importe où. On est dans un débat comme celui-ci. Le docteur Ifoui vient d'observer qu'il y a des avocats qui sont allés en robe chez le professeur Maurice Kamto et que le barreau n'a pas fait un communiqué pour sanctionner. Si le barreau n'a pas sanctionné, rassurez-vous, ça veut dire qu'il n'y avait pas faute de ce côté. Donc, vous n'allez pas venir justement établir le règlement intérieur qui concerne les avocats. Ça, il faut bien... botter ça en touche. De l'autre côté, l'avocat aussi. Non, je dis, n'est-ce pas? Notons quand même que, oui, des avocats se sont retrouvés en robe chez le président Maurice Kamto. Soit. Mais alors, vous reprochez au bâtonnier ou bien au barreau de n'avoir pas fait un communiqué pour sanctionner. Je vous dis donc que si le barreau n'a pas fait un communiqué pour sanctionner, ça veut dire qu'il n'y avait pas faute. Je chute maintenant en disant, le dernier point, vous avez fait allusion, j'ai perdu le fil, vous avez fait allusion à mettre en fond en voulant démontrer que vous avez des informations. Vous savez, le RDPC, j'ai envie de dire, excusez-moi, j'ai le sentiment que le mensonge se trouve dans l'ADN du RDPC. Et là, quand vous faites ça, vous me rappelez le professeur Messara Nyamdi, qui est capable de fabriquer une histoire, il met sur votre tête, parce qu'on est en télévision, je vous en prie, et dès qu'on sort là, il vous dit non, vraiment, on est en télévision. Ça, je ne vais pas laisser passer. Vous ne pouvez pas venir dire que vous avez des informations en votre possession. Moi, je ne vais pas laisser passer contre des personnes de menteurs sur ce plateau. Mais j'ai dit que le mensonge est dans l'ADN. D'accord. J'ai dit le mensonge est dans l'ADN. Et je prends pour exemple le professeur Messara Nyamdi. Mais moi, je reviens au docteur, il ne faut pas que je sois perdu. Alors, vous dites tout simplement que vous avez des informations en votre possession. Ce n'est pas la première fois que moi je vous suis dit des choses comme ça. Vous avez des informations en votre possession qui montrent que les avocats avaient préparé leur coup, mais pourquoi vous ne voulez pas que je pense également? Est-ce que tous les avocats qui étaient là ce jour en salle étaient tous des militants du MRC? Non. La question que j'ai envie de me poser, pourquoi on a seulement choisi très rapidement de mettre la main sur Maître Tanfou? Je peux bien penser, effectivement, quand vous le dites, je peux bien penser, effectivement, qu'il y avait une volonté, justement, d'instrumentaliser la justice. En allant donc choisir Maître Tanfou, j'ai envie de dire bien qu'on savait très bien ce qu'on faisait. Mais je ne veux pas quand même dire que c'est une pure coïncidence, mais je tiens tout simplement à vous dire que ne raisonnons pas souvent de cette manière, en disant qu'on a des informations de possession. Il y a quelqu'un qui avait également déclaré
que le MRC a sorti de l'argent pour acheter des armes. Ça, c'est des choses que vous déclarez et qui, à un moment donné, le moment venu, quand on vous colle un procès, vous allez commencer à chercher vos amis ministres pour des interventions. Bon, pour finir, hein, ce sera la dernière question à tout le monde. Quelle peut être la conséquence de cette situation dans sa globalité? D'abord, conséquence sur la décision même du Conseil de l'ordre du barreau du Cameroun, cette suspension de la robe. Est-ce que les pouvoirs publics qui sont évidemment la cible peuvent en être émus? Est-ce que ça peut changer quelque chose? J'ai d'ailleurs, par ailleurs, sur un autre plan, j'ai entendu également des avocats dire c'est peut-être l'occasion jamais de demander, d'obtenir, comment on appelle ça, pour dire les travaux là, de l'ordre, comment ça s'appelle Un code d'éthique. Non. Les états généraux. Voilà. De la justice. Voilà, n'est-ce pas l'occasion, certains avocats le pensent, d'essayer de faire des états généraux de la justice au Cameroun pour tout remettre à plat et puis essayer de voir ce qui marche pas, ce qu'on peut améliorer. Et maintenant, sur l'aspect politique, on a pris l'exemple de 2016. Est-ce qu'une telle démarche ne peut pas non plus susciter des envieux, des nostalgiques de ce qui se passe là-bas pour essayer d'étendre ça à travers le pays? Je commence par vous, docteur Patrick Rifoué. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites par M. Wabou. Il y a une différence fondamentale entre énoncer et démontrer. Prétendre qu'il n'y a pas eu préméditation dans ce qui s'est passé et le démontrer, c'est 2 choses différentes. Je maintiens que les informations que j'ai indiquent que ce qui s'est passé, certains avocats se sont arrangés avant d'aller au tribunal de Bonanjo ce jour-là. Maintenant, peut-être que lui et sa formation politique me porteront plainte pour ça. Je serais heureux de recevoir cette plainte comme j'attends toujours celle de Maître Emmanuel Sim. Pour revenir à l'essentiel, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que les avocats ne sont pas des justiciables hors du commun. Il n'y a pas un totem d'immunité qui vous est conféré parce que vous êtes avocat. Lorsqu'il y a une décision qui est prise, il y a des voies de recours. Et je constate que ceux qui, dans le cas présent, considèrent qu'il faut absolument respecter la décision prise par le Conseil de l'ordre sont les mêmes qui nous disaient il y a quelques années que même les décisions prises par le Conseil constitutionnel peuvent être contestées. Ce sont les mêmes. Bon, je laisse aux Camerounais le soin de lire la cohérence qu'il y a dans ce type d'analyse-là. Parce que ce n'est pas sérieux. Si on considère qu'il faut respecter les décisions, bon, il faut respecter les décisions du Conseil constitutionnel comme il faut respecter les décisions du Conseil de l'ordre. C'est aussi simple que ça. C'est ça le principe. Le Conseil de l'ordre est une corporation qui a ses règlements, qui a son règlement. Alors, donc, au sein d'une corporation, c'est mon temps de parole. Au sein d'une corporation, on respecte les règles, mais en dehors, c'est-à-dire quand vous avez une juridiction qui arbitre les litiges entre les différents individus et donc même entre les différentes corporations, on a le droit de contester ces décisions-là. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Monsieur Rifoué, je crois que ce qui vous gêne, je n'ai pas terminé. Je crois que c'est encore mon temps de parole. Maintenant, je voudrais me permettre de répondre à votre question. C'était simplement 2 précisions que je voulais faire à l'endroit de M. Wabou. Pour ce qui est de ce qu'il faut faire, certains espèrent peut-être que au mi-temps de cet événement malheureux, que 2016 survienne aussi ici. Bon, j'espère que c'est simplement un fantasme et que ça n'arrivera pas. Maintenant, le plus important, c'est de restaurer la confiance au sein du système judiciaire. Quand on parle de corruption au sein du système judiciaire, et c'est ce que cette affaire nous a révélé, c'est que cette corruption ne touche pas que les magistrats. Cette corruption touche aussi les avocats. Donc, autant il faut souhaiter que le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne les magistrats, autant il faut espérer que le Conseil de l'ordre sanctionne les avocats véreux qui, malheureusement, courent aussi dans la nature. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la corruption, elle se fait sur le dos des justiciables. Et elle ne concourt pas à rendre une justice saine et équitable.
maintenant, d'autres mesures peuvent être prises. Est-ce qu'il faut faire des états généraux? Est-ce que c'est ce qui rendra les avocats et les magistrats moins perméables à la corruption? Je n'en suis pas certain. Marx, vous allez peut-être réagir, mais je veux dire que c'est la question de sortie. Quelles peuvent être les conséquences de ces mouvements au sein du barreau du Cameroun? J'ai essayé d'établir des pistes. L'occasion est-elle belle pour saisir les états généraux de la justice camerounaise? Y aurait-il des répercussions sur le plan purement politique, entre autres? Il y a même déjà des répercussions sur le plan politique. Mais bon, pour faire sérieux, je voulais dire tout simplement que mon souhait, c'est que la situation soit apaisée. Pour la simple raison qu'une telle grève, justement, met les justiciables en difficulté. Et donc, toute la justice camerounaise. Vous voyez, effectivement, il y a des affaires où que vous voulez ou pas, on a forcément besoin de la présence de l'avocat. Vous avez des dossiers où il y a forcément des conclusions qui doivent être rédigées et malheureusement, le justiciable lui-même ne peut pas le faire. Donc, on aura toujours besoin de la présence d'un avocat. Mais effectivement, on peut bien également saisir une telle opportunité pour faire les états généraux de la justice. Ça va permettre justement peut-être de rendre un peu plus sain l'organisation judiciaire au Cameroun. Parce que, comme je dis bien, je crois qu'une telle situation comme ça, le monde entier nous regarde. On a des investisseurs à l'extérieur qui veulent bien arriver au Cameroun, mais s'ils se rendent compte qu'on n'a pas une justice solide, ils vont bien se dire, une fois que j'aurai investi mon argent au Cameroun et qu'on a des brigands qui vont se livrer à des actes malsains, alors quand je vais saisir la justice, quel sera le résultat? Donc d'une manière ou d'une autre, cette situation n'est pas bonne et vivement justement que les partis en présence essaient justement de recourir à l'apaisement et que la justice reprend son blason. Une seconde. Moi, je voudrais dire, je pense que assainir l'institution judiciaire, c'est pas seulement et davantage pour les investisseurs étrangers. C'est d'abord pour le justiciable camerounais. C'est-à-dire, soit le jour où la justice est saine pour le justiciable camerounais, elle le sera accessoirement pour les investisseurs qui viendront ou qui viendraient. Donc c'est surtout pour nous, citoyens camerounais, qu'il faut assainir. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et je pense également que je peux penser une fois au bâtonnier Yondo Black. Parce que s'il faut quand même observer que c'est nous, les francophones, qui avons vraiment un problème du côté de la justice. Parce que le bâtonnier Yondo Black, il disait dans une émission d'un de vos confrères, que lorsque vous avez un problème avec un anglophone, il vous dit rapidement, allez en justice. Parce que l'anglophone croit à la justice. Mais lorsque vous avez un problème avec un francophone, il vous dit, écoute, quel est le ministre qui peut intervenir? Bon, je suis d'accord qu'on fasse des états généraux. Peut-être les choses iront mieux. Docteur Ambroise Uzon, dans la perspective, quelles peuvent être les incidences ou alors les conséquences d'une telle situation? Non, pour ma part, je pense qu'il faut d'abord améliorer les conditions statutaires et salariales des magistrats. Et même que l'État doit trouver des voies et moyens pour accompagner les avocats. Je dois vous dire, Dipita, ce métier n'est pas facile du tout. C'est-à-dire que quand vous faites d'abord le concours, vous sortez, vous savez, il faut attendre pratiquement 6 ans, et même quand c'est compliqué, c'est difficile. C'est-à-dire que sur le terrain de la pratique, on se rend bien compte que c'est un travail ardu que ces gars-là mènent. Mais cela ne doit pas les exclure à plus de compétences. Vous voyez, quand je verse un peu dans l'histoire, je me rappelle qu'à un moment donné, souvent, vous vous rendez compte que sur 500 candidats à l'époque qui faisaient le concours de l'avocature, vous en avez 50 sur toute l'étendue du territoire. C'était un peu plus musclé, comme on le bétonnait. C'est-à-dire que quand vous sortez de là, vraiment, on y voyait tout de suite de la compétence. Donc, il faudrait aussi que nos avocats, qui ont ce pouvoir d'aller plaider, en s'appuyant sur la loi, un peu comme le disait Isna, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre, qu'ils s'appuient donc sur la loi pour rechercher la vérité. Et pour cela, qu'ils fassent des efforts pour être compétents. Parce que c'est aussi ça qu'il faudrait leur envoyer, un peu comme un message fort. Il faudrait que, quand on sort de là, tout faire pour être compétent et éviter les passe-droits et les petits coups sous les tables qui, à mon sens, contribuent à fragiliser notre justice. Jean-Jacques Diop. Il y a deux oppositions qui sont là. Il y a les avocats du RDPC qui ont fait une sortie pour contester, n'est-ce pas, la décision du Conseil de l'ordre.
le Conseil de l'ordre qui maintient, je pense, c'est jusqu'au 4 Au 4. 4 décembre. 4 décembre éventuellement. Voilà, donc dans quelques jours, là, donc le vendredi, donc c'est vendredi, dans 2 jours. Donc nous verrons bien ce que ça va donner. Mais je pense que dans ce genre de combat, il y a toujours des enchères qui sont montées. Et je me rappelle le débat de Maître Momo et Maître Ndoki sur le plateau d'un de vos confrères était impliqué sur ça, qu'il était là pour faciliter la tâche. Je pense que le pouvoir public feront ce qui est. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une justice sans avocat, surtout qu'aujourd'hui le climat social n'est pas très très bon. Donc ouvrir encore un autre front, même s'il est, je peux le dire, un peu administratif, qu'il n'y a pas d'armes là-dessus, ouvrir un autre front avec les avocats ne serait pas, n'est-ce pas, à l'avantage des pouvoirs publics. Donc il me semble que tout sera fait, même si le docteur à côté n'est pas convaincu, mais tu sais que tout sera fait pour que la sérénité puisse rentrer, parce que l'État a besoin de cette justice, comme dans tous les pays. Oui, dictateur, juste Pour finir, et puis on prend la transition. Juste un mot pour dire que, d'ailleurs, je l'ai martelé tout à l'heure, le président de la République, du plus haut point, a fait déjà une sortie. C'est pour dire qu'il y a une récupération politique au sommet pour voir dans quelle mesure apaiser. Parce que l'État lui-même est conscient de ce que si cette situation perdure, la bonne administration et même la continuité de notre justice prendront certainement un coup. Dans tous les cas, évidemment qu'on va observer tout cela pour en avoir et observer le dénouement de cette situation un peu plus complexe pour la justice camerounaise. On espère évidemment que les conséquences négatives ne seront pas, ou du moins soient limites, et que la justice en sort grandie. Transition, et on prend le deuxième thème de ce soir qui va nous conduire au cœur des élections régionales. Ce sera donc le 6 décembre. Le 6 décembre 2020, c'est dimanche prochain. Une élection indirecte qui concerne en général les conseillers municipaux et puis les notabilités traditionnelles, les chefs traditionnels qui sont candidats et puis pour certains électeurs au cours de ce scrutin-là. Évidemment, le RDPC, il part en grand gagnant. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de régions où il n'y a pas d'adversité en termes de candidature contre le RDPC. C'est d'ailleurs le thème de ce soir, élection régionale, enjeu d'un scrutin où le RDPC part déjà gagnant. Peut-être pour vous titiller un peu, je sais que vous êtes non partant de cette course. Vous y voyez un enjeu? Marx, Webo? Non, à vrai dire, vous savez la position du MRC concernant ces élections. Il y a un ensemble de mots que le MRC a décriés. Et malheureusement, comme on a un régime sourd, ils ne nous ont pas écoutés. Ils sont en train d'organiser leur élection. On le regarde faire, mais pour nous, c'est déjà un échec. Parce que ça ne changera rien. Vous voyez, on va vers le régional. On vous dit qu'on veut accélérer de manière rapide la décentralisation, je crois. Alors, si on maintient les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, et vous êtes donc d'accord qu'on n'aura pas une véritable décentralisation. Donc peut-être que c'est un jargon qui existe dans la mémoire du RDPC. Bon, nous regardons vous tout regardez, simplement. vous observez. C'est la position que vous avez choisie. Alors, Jean-Jacques Diop, je voudrais d'emblée savoir, le PCRN y va, je l'ai dit tout à l'heure, dans un environnement où le RDPC est pratiquement majoritaire en termes de présence. Vous y croyez? Vous avez des ambitions, je veux dire au-delà de la politique politicienne, ou vous aiguisez encore vos griffes pour peut-être des échéances à venir? Ce scrutin vous sert-il simplement d'entraînement, d'appréhension, je crois qu'on se comprend. Avant d'entrer vraiment dans le problème des élections, je vais un peu invoquer l'histoire. D'accord. Notre parcours du président Cabral, les historiens le diront, il y a déjà 2 étudiants qui ont soutenu celui. C'est un phénomène qui restera dans l'histoire du Cameroun et qui apparaît vraiment par siècle. C'est difficile de voir un leader. Prenez même dans la sous-région Afrique centrale, un leader qui est sorti comme ça et qui fait appel aux millions de citoyens, levez-vous, suivez-moi. Comme c'était le Jésus, et les gens le suivent pour l'aider à porter un message. Et qu'aujourd'hui, les gens ne rendent pas compte qu'on disait à l'époque quand Macron partait que la bulle Macron va se souffler. On est sur Macron arrivé à l'Élysée. Beaucoup ne pensaient pas, on a dit Macron c'est une bulle, il va se dégonfler, il n'a pas de
de base politique, qui n'a pas une base locale. Non, mais il arrive à dire, oui, c'est ça ce phénomène. Et nous sommes un parti républicain. La politique de la chaise vide, on ne la connaît pas chez nous. Partout où se discute le pouvoir, on doit être présent. Qu'il soit direct ou indirect, on doit être présent. Et c'est à ça que nous aspirons. Donc, pour nous, les enjeux sont de deux ordres. Un enjeu national, parce qu'on doit être présent à toutes les élections. Un enjeu local, parce que, comme disait tout à l'heure, c'est l'aboutissement d'un processus où on estime que, même s'il y a encore des rétentions du gouvernement qui ne veut pas lâcher, mais à un moment donné, ils seront obligés. C'est-à-dire même naturellement, ils seront obligés de lâcher parce que la pression, même au sein même de leur parti, il ne peut pas me le démentir, est là. Donc nous pensons que ce n'est pas pour nous de la récréation, non. C'est un enjeu important. Et vous savez, les gens ne nous donnent pas gagnants sur les élections du scrutin. On a eu 9 mairies, 209 conseillers, ce n'est pas négligeable. Nous sommes quand même la deuxième force politique de l'opposition. On ne parle pas de la majorité présidentielle, mais on est la deuxième force politique. C'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, la position des partis politiques est à diverses échéances. Peut-être le MRC, je le cite, peut-être la deuxième force politique après l'élection présidentielle. Oui, aujourd'hui, nous, dans les élections de proximité, on est la deuxième force politique. Parce que, et c'est ça qui fait aujourd'hui, on est au contact de la population, on est au contact des citoyens pour comprendre la problématique qu'ils posent et continuer. Donc les élections régionales, elles sont là, nous allons y participer. Les sénatoriales, nous serons présents. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au terme de l'élection maire qui est en 2025. Alors Patrick Rifoué, je veux dire qu'au-delà de l'enjeu, l'ambition de ce scrutin qui se présente comme étant la dernière phase avant la véritable mise en œuvre de la décentralisation, est-ce que la forte présence du RDPC, justement, ne donne pas raison à ceux qui pensent que cette élection n'est qu'une forme de faire-valoir, qui pensent que c'est un scrutin qui, en réalité, le RDPC étant déjà majoritaire dans l'exécutif, du moins ayant l'exécutif à travers son président, étant majoritaire dans le législatif avec le Parlement, qui est coloré RDPC, on y va dans les régionales pour tout savoir la politique qui est mise en œuvre. Est-ce que justement ce n'est pas donner raison à ceux qui ont ce discours-là? Bon, écoutez, on peut considérer que c'est une élection de second tour. Et si c'est une élection, si on reste sur cette métaphore-là, le résultat dépend du score que vous faites au premier tour. Dans la situation actuelle, effectivement, au regard des résultats que nous avons eus lors de l'élection municipale, il est évident que nous allions grand gagnant pour les régionales. Ça, c'est la situation. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a donc pas de raison de nous faire de procès d'avoir été massivement plébiscité par les Camerounais. Si vous voulez faire un procès, faites un procès aux Camerounais qui ont massivement plébiscité les listes du RDPC lors de l'élection municipale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est normal que lorsque l'élection régionale arrive, qu'on s'attende à ce que la coloration qui sortira le 6 décembre des urnes soit une coloration RDPC. Et ça, nous ne pouvons que nous en réjouir, parce que il faut quand même rappeler que c'est une élection qui marque le parachèvement du processus de décentralisation, parce que là, nous avions déjà l'échelon communal à côté de l'État central. Désormais, nous avons l'échelon méso, qui est l'échelon de la région. Et cet échelon est très important. Les Camerounais ne réalisent pas encore ce que ça va apporter, mais la mise en place de cet échelon, je pense que ça va durablement modifier leur vie. Parce qu'avec cet échelon, déjà, les questions de planification ne sont plus des questions exclusivement dévolues à l'État central. Désormais, la région est un espace autonome de planification, même si cette planification doit s'arrimer à la planification de l'échelon central. Et c'est intéressant parce que la planification à l'échelon régional est une planification qui peut toucher de manière plus efficace tous les départements et toutes les communes. Quand vous planifiez de Yaoundé, vous ne pouvez pas avoir ce niveau de précision-là. Donc, les péréquations pourront être
mieux optimisé aujourd'hui. Si on prend le système éducatif, avec la décentralisation, avec les compétences qui sont dévolues aux régions, demain, les établissements du secondaire seront construits par les régions qui connaissent mieux les besoins des populations en la matière. Les régions seront capables de recruter les enseignants directement sans attendre que le ministère de l'Éducation en dispose. Je pense que ce sont des éléments importants. C'est vrai que c'est une élection qui se joue sur un collège électoral qui est fermé, qui ne touche pas directement les Camerounais, mais en revanche, les conséquences de cette élection vont durablement bouleverser la vie des Camerounais. Avant de prendre peut-être le docteur Somba, je voudrais vous lancer sur un aspect. Évidemment, je veux dire, la démonstration que vous faites, elle est bien belle, dans le sens de la décentralisation et du rapprochement, mais quand on sait que au sein du RDPC, on fonctionne sur la base de la discipline du parti, et on sait quand même que c'est un parti fortement centralisé. Si on s'en tient par exemple au dernier conseil de discipline, qui a presque essentiellement convoqué ceux des militants qui, pour les élections de proximité, donc législatives et municipales, n'avaient pas forcément respecté le mot d'ordre du comité central. Est-ce qu'on n'a pas la crainte, n'avez-vous pas la crainte de ce que, dans cette discipline du parti, ces organes décentralisés qui seront éventuellement majoritaires ou alors majoritairement acquis au RDPC ne vont pas reproduire justement cette centralisation au sein des régions? Oui, ben, écoutez, la question que vous posez est celle de savoir si en sous-main, ce n'est pas Yaoundé qui va continuer à administrer les régions. Je pense que ce serait extrêmement périlleux pour nous parce que nous avons certes eu la confiance des Camerounais, mais cette confiance, nous ne l'avons pas eue ad vitam aeternam. Cette élection sera refaite dans quelques années. Supposez que ce soit Yaoundé qui gouverne par conseils régionaux interposés. Qu'est-ce qui se passera dans 5 ans lorsque nous nous retrouverons à quitter à nouveau le suffrage des Camerounais? Ils vont nous tourner le dos, ils vont faire confiance au PCRN, ils vont peut-être faire confiance au MRC qui reviendra dans le jeu. Donc c'est un risque que vous appréhendez. Voilà, donc nous n'avons pas intérêt à ce que Yaoundé continue à administrer par le truchement des régions. Les régions seront librement administrées. C'est pas le cas aujourd'hui dans les mairies. Les régions, mais les mairies sont librement administrées par leur conseil exécutif. Leur conseil exécutif. Majoritairement RDPC. Oui, majoritairement RDPC. Que vous continuez encore à empêcher les communes de pouvoir travailler dans non, les non, conditions. je n'en ai pas le sentiment, Jean-Jacques. Maintenant, si vous avez des exemples, je veux bien qu'on en parle, mais je ne veux pas discuter dans l'absolu. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, ce serait un très mauvais calcul. Et le RDPC, qui tient à conserver l'essentiel des régions qu'il va conquérir aujourd'hui en 2025, ne prendra pas ce risque-là. Ambroise Somba, l'ambition, c'est, on l'a dit, finaliser le processus de décentralisation, mais dans ce contexte où le parti au pouvoir aura certainement la même mise sur les régions, peut-on être optimiste dans l'éventualité de l'atteinte de ces objectifs? Non, l'optimisme ne partira que quand on verra le maçon au pied du mur. Ça, je me réserve de commencer à être angélique dans le propos. Je vous prends les exemples. Vous savez que même quand, bien même, le Code général sur les collectivités de décentralisées, ce test révolutionnaire a été mis en place. On se rappelle encore du duel entre le ministre des Finances et le ministre de la Décentralisation et du Développement local sur la nomination des receveurs municipaux, qui a même entraîné, je crois qu'à la commune de Yaoundé 6e, des problèmes, des grèves, ainsi de suite. Vous avez encore au niveau du statut spécial au nord-ouest, on a un contenant qui n'a pas encore de contenu. Donc il y a autant de choses. Alors moi je voudrais préciser tout à l'heure, je complétais un peu ce que Max Ouabou a développé pour indiquer que la décentralisation aujourd'hui, il n'y a pas de décentralisation sans test et il n'y a pas de décentralisation au-delà des tests. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que la présence des gouverneurs, des préfets, qui sont des représentants de l'État, est une formalité substantielle sans lesquelles on ne pourrait pas parler de décentralisation. Parce que et ça permet de distinguer
un peu comme c'est le cas, la région, circonscription administrative, qui a à sa tête un gouverneur nommé par un décret, et la région, collectivité territoriale décentralisée. Et vous savez que le gouverneur assure la tutelle du président du conseil régional et le préfet assure la tutelle des maires et du maire de la ville. Donc, voilà ce que la loi a prévu. Parce que vous savez que quand on parle, et c'est pourquoi certains auteurs estiment que, en réalité, si on continue de faire peser le contrôle de la tutelle, c'est-à-dire que l'autorité administrative, sur les collectivités territoriales décentralisées, en réalité, nous ne sommes pas dans une réelle décentralisation. Oui, mais le dire ainsi, c'est un peu biaisé. Je veux dire que, indépendamment de ce schéma-là, chaque entité a quand même ses missions, son rôle, une forme d'autonomie, de mouvement, d'implémentation, de gestion. Bien entendu, voilà. Je vais y revenir, mais vous savez aussi qu'en décentralisation, la liberté, la libre administration n'est pas la libre gouvernance. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez la libre administration que dans un État, vous avez la libre gouvernance. Non, parce qu'il faut toujours que l'État central contrôle sur la base du principe de la légalité, les accents, les activités que vous allez mener. Ce que je dois dire, c'est quoi? C'est que, M. Dipita, quand vous observez très bien ce qui se passe, on se rend compte que l'option régionale, c'est-à-dire qui est une option beaucoup plus politique, contrairement à l'option communale qui est une option beaucoup plus administrative. Parce que vous avez déjà, le président du conseil régional est une personnalité autochtone. Donc à partir de là, il y a une option fortement politisée au niveau de la région. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'option régionale aujourd'hui n'est plus conçue comme un mode de gestion qui est greffé à accompagner l'État. Non, c'est devenu, quand vous voyez aujourd'hui, un projet de société pour justement mettre en place une respiration de l'espace politique national et même une émancipation du citoyen qui désormais se prendra en charge. C'est-à-dire qu'aura donc la possibilité de dire, OK, je choisis moi-même mes propres dirigeants et des propres dirigeants devant lesquels on posera les problèmes qui minent notre localité. Vous voyez aujourd'hui, j'ai aimé le débat à la magistrature du 6 novembre, lorsqu'on fêtait la session à la magistrature suprême du président de la République. Vous avez tous suivi les Camerounais qui estimaient que le président n'a rien fait, le bilan est catastrophique. OK, le président dit désormais, j'ouvre la décentralisation régionale sous un projet de société. Chaque région maintenant va s'autonomiser et se développer en fonction de leurs priorités. Moi, je vais vous prendre un exemple. Mon village de Bokito, vous voyez, pour revenir sur Douala, je suis obligé de revenir à Bafia. De Bafia, je prends un bus pour Yaoundé. De Yaoundé, je prends un bus pour Douala. Aujourd'hui, certainement, la région va permettre que, étant à Boumiébel, et on fait une route qui sort à mon village. Je n'ai plus besoin d'aller jusqu'à Yaoundé. Et vous voyez aujourd'hui, il y a d'autres aspects qu'on peut relever. Par exemple, l'établissement d'une carte d'identité. Moi, j'ai attendu 6 mois pour que la mienne sorte. Vous voyez, mais désormais, avec la région, un peu comme on l'a vu dans les autres pays, au Nigeria... Attention, si les questions de sécurité sont centralisées, non? Non, écoutez, les questions de sécurité... La carte d'identité relève quand même de la sécurité intérieure. Non, c'est la sécurité... C'est de l'état civil même. D'accord. C'est l'état civil. En fait, c'est C'est géré par la police, c'est quoi? Écoutez, monsieur Dipita, je parle sous le contrôle des experts comme oui, justement. Écoutez, le but de la décentralisation régionale, en fait, c'est pour faire prospérer 2 choses, l'économie et le social. Absolument. Alors si ces 2 choses-là, ça veut donc dire que, écoutez, vous n'allez plus, ce centralisme à outrance que nous évoquons ici, qui voudrait que pour faire votre passeport, vous remontez très loin sur Yaoundé, mais ça va s'arrêter tout ça. Voilà au moins, à mon sens, les bienfaits de la décentralisation. Mais maintenant, il faudrait espérer que les hommes accompagnent cette initiative. Ah oui, parce que aujourd'hui, le cadre juridique étant propice, mais maintenant, laissons voir. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je reste réservé quant à la position sur une option pessimiste de cette décentralisation. L'autre enjeu, effectivement, de cette décentralisation, au-delà de la gestion de proximité, évidemment, c'est la question politique. Vous le savez, lors des élections de 2018, le choix du candidat a été conditionné par le choix de la forme de l'État. Il y avait des candidats comme le SDF qui parlaient du fédéralisme. On était dans un environnement où la crise au Nosso venait de commencer sous fond de sécessionnisme. Le président Biya est venu avec sa décentralisation. Max, est-ce que de ce point de vue-là, l'enjeu de cette décentralisation ne peut pas également avoir d'incidence
quant à l'amélioration ou la détérioration du contexte sociopolitique? Non, évidemment, je vous ai dit, je suis parfois embêté, hein, parce qu'on est en train d'aller sur un domaine qui n'intéresse pas beaucoup le MRC, hein, des élections que vous organisez là. À la limite, vous voulez nous laisser le plateau. À la limite. Non, pour dire vrai, en réalité, on organise des élections et je ne voudrais pas m'étaler à développer telle ou telle chose quand je sais que nous, on a posé certaines conditions. Il y a des choses qui préoccupent plus le MRC. Pour vous, sur la question, tout est noir. Rien ne va marcher. Non, en fait, Non. c'est pas ça. Je sais ce qui gêne Max. Hein? La vérité, c'est que Max, comme certains MRC se disent, bon, on aurait pu avoir des conseillers régionaux en ce moment. Malheureusement, pour eux, Maurice Kamto a unilatéralement décidé de ne pas participer aux législatives municipales. Donc, je comprends sa gêne depuis que le sujet est sur le plateau. Hein. Non, vraiment, je ne vais pas laisser passer ça. La décision de ne pas participer à telle ou telle élection n'a pas été prise de manière unilatérale par le président Maurice Kamto. Vous savez, c'est un collectif. D'accord? Les décisions sont prises, il y a, comment dirais-je là? De façon collégiale. Oui, de façon collégiale. Et ça, c'est une histoire où, peut-être, je ne suis pas gêné, hein, le fait qu'on ne soit pas allé aux élections, rassurez-vous, ça ne me gêne pas. Au contraire, moi, ça m'arrange parce que ça a permis de faire échouer un plan du RDPC qui avait déjà mis son organisation pour chercher le nombre de mairies qu'on allait nous donner, après monter sur le plateau, dire, voilà des gens qui disent qu'ils ont gagné une élection présidentielle, puis ils ont perdu. Et c'est même ça qui vous fait plus mal. D'accord, pour revenir sur la question. Je voudrais ajouter un point. Vous avez posé une question là tout à l'heure, cela est sorti. Par rapport au scrutin, surtout par rapport au thème que le RDPC parle d'ailleurs. Vous savez, oui, dans le principe, là, je suis d'accord avec une fois que, ayant le plus grand nombre de conseillers, dans le principe, c'est que le RDPC ira gagnant, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une élection, non pas qui tienne sur des considérations partisanes, mais qui tienne sur des considérations identitaires et même communautaires. Parce qu'il ne faut pas oublier cet appel. Et vous avez évoqué un élément très important. Vous savez, du fait de la discipline du parti au RDPC, il y a beaucoup de frustrés qui, à mon sens, peuvent donner des voix à leurs challengers. C'est la raison pour laquelle j'indiquais tout à l'heure que Mme le maire, Fampou et le député Pongo ont multiplié des séminaires de sensibilisation et d'information à l'endroit de leurs conseillers. Il ne faut pas manquer le coach. Oui, justement, pour leur rappeler que, écoutez, on va même... Au sorti de là, on va vérifier si quelqu'un a dû voter ailleurs. Il aura que c'est les scrutins de liste. Hein. Voilà, donc ce sera compliqué. Sur l'incidence que ça peut avoir sur le contexte sociopolitique? Non, il n'y a aucun incident. C'est-à-dire les partis qui sont non partants restent partis non partants. On sait d'emblée, vous savez, nous, on n'a pas un problème de ce type-là. On sait qu'arithmétiquement, le RDPC a ce nombre. Et comme le relevait bien le docteur Soma, comme on sait les méthodes du parti au pouvoir, il y a, n'est-ce pas, c'est frustration qui remonte à très longtemps. Ils ont pris ça de l'UNC, ça a perpétué dans le RDPC, c'est certainement notre parti qui viendra après le nouveau président, parce que chaque président doit créer son parti pour s'identifier sur son parti. Donc il y aura toutes ces frustrations là-dedans. Là. Et ces frustrés se rendent compte que le projet que certains partis, dont le nôtre, proposent, dont nous, je ne vais pas vous donner le chemin, il y aura de grosses surprises au soir du 6. Je vous le dis très sincèrement, il y aura de grosses surprises au soir du 6. Nous sommes présents dans 7 départements. C'était où on n'a pas de conseillers. Mais je vous dis, il y aura de grosses surprises. En tout cas, on va observer tout cela. Mais je voudrais revenir quand même sur l'autre aspect de la question. Quand je parlais de l'enjeu sociopolitique, sous-entendu que est-ce que cette mise en place de la décentralisation peut favoriser, avec le statut spécial de l'autre côté, par exemple, un retour à la paix. Un retour à la paix dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, et une forte baisse de tension ou de température sur la question sociopolitique? Non, en fait, si l'État veut apaiser tout ça, ça va aller. Regardez encore le petit débat qu'il y a entre Paul Reking et le ministre de tutelle sur la gestion d'une carrière. Il a même allé à côté avec le ministre des Mines désormais. Voilà, donc les tests disent que les carrières sont de la compétence de ceci. Parce qu'il y a peut-être un petit vidéo en attente des tests d'application et on ne peut pas laisser au maire gérer quelque chose qui est de la communauté locale. Et on aura cette difficulté encore au niveau des régions. Absolument. Il y aura encore une confusion entre le président de région et le gouverneur. Ça va encore se choquer là-dessus et créer encore des frustrations dans le transfert dans ceci. Mais nous estimons que
on est dans une démocratie qui est en train d'avancer. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire. L'État, on a voté 15% lors du dernier débat. Les communes n'ont pas reçu cela. Ils disent quoi? On leur donne un peu, on ne sait pas s'ils vont encore gérer. Si on leur donne les 15 maintenant, est-être ils vont le bouffer en moins de 2 mois. Donc on donne d'abord 3%, 4% pour voir s'ils vont donner. Ce n'est pas bon non plus. Donc c'est l'État qui crée ce climat pour maintenir toujours les gens dans ce besoin permanent de dire qu'il faut truquer l'État. Alors que l'État, en libérant cela, peut aussi mettre ses administrateurs, ses magistrats municipaux sous pression. On vous donne les 15% et on multiplie les contrôles, par exemple, pour savoir si les 15%. Donc je pense qu'ils ont tous les leviers entre les mains pour soit détériorer, comme vous dites, soit pour améliorer les conditions de vie. Mais nous pensons qu'au thème de ce scrutin, et vous voyez juste les débats qui se passent à l'Assemblée, quand nos élus interviennent au niveau du perchoir pour interpeller les ministres, je pense que ce n'est pas du jeu là-bas. On est cette minorité là-dedans, mais nos sorties par rapport aux interpellations des ministres font à ce que, Marx ne voit pas le croire, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais je n'ai rien dit. Je vous le dis, il y a des choses qui bougent. Je vous dis, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Nous, la population sent qu'il y a des choses qui bougent. Donc je pense que l'État a intérêt et au soir du 6, beaucoup de choses changeront. Patrick Fouet, accélération de la tension sociopolitique ou alors ramener un peu de sérénité à travers cette décentralisation-là sur l'aspect politique? Non, je ne sais pas s'il faut lier les deux phénomènes. Je parle de la situation nord-ouest, parce que la crise sociopolitique, je ne sais pas s'il en existe une au Cameroun. Pour ce qui est de la crise sécessionniste au nord-ouest et au sud-ouest, je pense que tout le monde conviendra ici avec moi que la situation s'est nettement améliorée. Il y a des actes d'horreur qui sont perpétrés. Ces actes d'horreur ne sont pas récurrents, ils sont en très petit nombre. Et la spectacularisation indique toujours et très souvent que ceux qui sont en face sont dans une situation de détresse et ils cherchent justement par l'horreur à émouvoir et à obtenir finalement ce qu'ils n'ont pas pu obtenir militairement. Mais je pense pour ma part que cette situation, cette élection, avec le statut spécial, parce que je voudrais dire à Jean-Jacques que les 33 textes, parce qu'il y a 33 textes d'application qui doivent venir compléter le Code général de décentralisation. Le gouvernement est activement en train de travailler sur ces 33 textes et je pense que courant 2021, les 33 textes dont nous aurons un Code de décentralisation qui sera complet. Donc le statut spécial aura un contenu et le docteur Luison n'aura plus à s'interroger là-dessus. D'autre part, je voudrais préciser quelque chose relativement à ce que Jean-Jacques a indiqué. Le gouvernement s'est fixé comme horizon 2025 pour que les transferts financiers, c'est-à-dire la quotité du budgétaire 15%. alloué aux régions le soit à l'horizon 2025. D'accord. 2025. C'est-à-dire qu'à l'issue du mandat du président Biya. Voilà. Et il faut préciser, ce n'est pas, je crois que c'est 40%. Il faut préciser que lorsqu'on avait inscrit dans le projet de budget 2020 15%, c'était pour les régions et les communes. Donc, les régions n'existant pas, est-ce qu'il fallait transférer les 15% aux communes? Je ne le pense pas. Il faut attendre que les régions soient là pour que la péréquation soit faite entre l'État central, les régions et les communes. Les 15%, ce n'était pas pour les communes. Bon, je comprends Jean-Jacques qui prêche pour sa chapelle, lui il avait des mairies, et il s'est dit s'il y avait les 15% pour les mairies, ce serait extraordinaire, mais non, il y aurait eu un problème au moment où les régions auraient été... Cette subtilité aurait été mise en place. Au sortir de ce grand débat-là, les 15% étaient affectés, n'est-ce pas, prioritairement à ces mairies qui étaient là. Le budget de la région n'était pas encore pris en compte dans l'évaluation. Aujourd'hui, il avoue qu'ils ont encore... Et c'est ce que... C'est un peu cette malice des Non. Ils ont mis 15% sur la table pour dire ok, on peut les avoir. Aujourd'hui, il avoue que les 15% appartiennent à la fois aux régions et à la fois... Je crois que les 15%, il me semble que les 15% étaient destinés aux collectivités. Oui, ils étaient destinés aux collectivités territoriales décentralisées. Et quand on dit collectivités territoriales décentralisées, il n'y a pas que la commune, c'est les communes et les régions. Donc je pense que le gouvernement a été clair là-dessus
on souhaite tous que ce processus se passe bien et soit parachevé de manière optimale parce que les Camerounais se sont plaints pendant longtemps du centralisme. On leur donne la possibilité de s'administrer de manière beaucoup plus locale. En espérant que le Cameroun, on a de très beaux textes. en espérant que ça leur permettra. On a aussi des hommes qui sont très compétents. D'ailleurs, ce sont ces hommes-là qui rédigent souvent ces textes-là et ce sont ces hommes-là que nous, au RDPC, nous proposons aux Camerounais aujourd'hui en leur disant faites confiance à ces hommes-là pour qu'ils mettent en place, pour qu'ils lancent cet échelon qui est un échelon important qui va être le socle demain du développement de notre pays. Ambroise Nosomba, est-ce que la physionomie politique à l'issue de ces élections, je dis que le SDF est non partant, le MRC KO depuis le départ, le PCN s'est véritablement positionné. On a quand même des candidatures comme celle de l'UPC aussi, dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne voit même presque pas sur dans certaines régions. Évidemment, le RDPC est un grand champion. Au lendemain du 6 décembre, ou du moins après les élections, dans la physionomie, c'est la physionomie politique nationale, quels peuvent en être les enjeux? Oui, ce qui est déjà évident, je voudrais partir d'un exemple simple ici à Douala. Vous savez, il y a 270 grands électeurs. Et il y a 3 qui viennent malheureusement d'être décédés, sont désormais 267. Et dans les 267, le RDPC a à lui tout seul 243. Donc, sur le plan statistique, à partir de ces statistiques, on peut déjà comprendre que la configuration sera fortement, justement, représentative du RDPC qui va gagner. Mais vous savez aussi que dans l'optique, justement, je peux me permettre de croire qu'il peut y avoir ce que j'appellerais des parlementarismes de couloir, c'est-à-dire que dans les 10 régions, il peut y avoir des petits jeux subtils qui peuvent permettre qu'on lâche quand même du lest à un parti, je ne sais pas trop, de l'opposition. Parce que si on a 10 présidents des conseils régionaux qui nous viennent du RDPC, je pense pour ma part que ce sera aussi un peu problématique. Et les gens donneront raison au MRC qui avaient déjà tiré depuis le début l'affaire au clair pour indiquer que vous allez à quelque chose qui est déjà pipé à l'avance, donc ça ne vaut pas la peine. Et c'est pourquoi ce dont les Camerounais attendent de cette décentralisation régionale, c'est que les conditions de vie des citoyens puissent s'améliorer. En fait, c'est le pourquoi. Moi, ça va même m'intéresser que ce soit le RDPC. Parce que là, on ne dira pas que, OK, à ce niveau, c'était l'opposant, c'est pourquoi ça n'a pas marché. S'ils prennent, on verra donc comment, davantage, ils peuvent mettre en place des mécanismes ou des techniques qui vont amener la population à comprendre que, effectivement, nous sentons les changements au niveau même déjà du panier de la ménagère, au niveau de la cession des routes, au niveau de l'éclairage, ainsi de suite. Parce que vous savez que ce qui marque la décentralisation, c'est quoi? C'est que les collectivités n'ont pas toutes les mêmes besoins et au même moment. Vous voyez, celui qui est à Bonapuzo, lui, va vouloir davantage des jets d'eau. Il va vouloir des piscines et ainsi de suite, mais celui qui vient de Bepala-Yolong, lui, il aura besoin d'une rue électrifiée. Celui qui vient de Bilongo aura besoin du mall. Voilà, justement. Alors, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, M. Dipita, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit, je crois que le président de la République a fait de la décentralisation régionale un projet de société. Et moi, je continue de croire que si aujourd'hui, il y a une réelle volonté des hommes pour accompagner ce projet de société, les choses vont véritablement bien se passer. Vous savez, c'est quand même 180 milliards à accorder à chaque région. Et vous savez, aujourd'hui, j'étais encore à Bonanjan, je me suis rendu compte qu'à côté du tribunal, il y avait la sous-préfecture, on a évacué tout le monde. Déjà de ce côté-là, pour les envoyer chez le gouverneur, au service du gouverneur. Donc, la sous-préfecture qui est en face de la communauté urbaine va désormais, parce qu'on est en train d'apprêter les bâtiments pour loger les gens de la région de ce côté-là. Vous convenez avec moi que ce n'est pas un bâtiment qui sied à un président du conseil régional. Donc, peut-être plus tard, dans les 180 milliards qui vont arriver, il y aura les possibilités de mettre dans ces cagnottes-là de l'argent pour l'investissement, pour le fonctionnement, achat des véhicules, recrutement des personnels, ainsi de suite. Donc, nous espérons qu'au-delà de cet aspect financier, que les Camerounais ressentent de manière, concrète, un véritable changement dans leur mentalité, dans leur mode de vie. Sur la physionomie politique. Vous êtes convaincu qu'on a un maire de la ville, non?
donc le maire de la ville. Absolument. Mais vous avez le sentiment que quelque chose est en train de se passer dans l'endroit là. Parce que, en toute sincérité, je ne vois pas le maire de la ville, je ne le sens pas. Hein. J'ai toujours l'impression qu'on est dans le même cas avec le décret du gouvernement Antoine Tonnerre. Moi, je ne sens pas. Et je crois que ça serait toujours pareil avec les conseils régionaux. Et puis, je peux être d'accord avec lui. Il est convaincu que le RDPC va tout rafler. Effectivement, si le RDPC rafle tout, on aura le même résultat. Bon, je voulais relancer sur la physionomie, c'est la prochaine question. Est-ce que sur la carte politique, la physionomie peut changer? Selon vous, quelle peut être l'incidence de cette élection sur la vie des populations? Par exemple, c'est un axe. Non, M. Dipita, pour faire sérieux, je vous ai dit au départ que l'idéal, bon, peut-être il y a des leviers sur lesquels on peut actionner pour se retrouver devant une véritable décentralisation. Mais j'ai dit tout simplement qu'effectivement, la présence des gouverneurs, des préfets, tout ce que ça comporte, peut justement plomber justement l'application d'un certain nombre de choses. Et du coup, la population peut ne pas se retrouver là-dedans. Parce que quand monsieur, je crois que c'est le docteur Luzon qui parle de 180 milliards, mais quand vous prononcez ce chiffre-là, je suis inquiet parce que en moins de 2 ans, ils ont croqué 2 milliards pour la canne. Et directement, quand on dit également qu'il y a 180 milliards, j'imagine carrément les réseaux qui vont se tourner autour de ça. Moi, je n'attends rien de toute façon. Est-ce qu'on n'avait pas vu les résultats les infrastructures de la canne? Vous avez vu, vous? Il y a le stade de Japoma qui existe. Ça a coûté 2 milliards? C'est un exemple. Mais on a dépensé 2 milliards. C'est pas le seul. Pardon? Il y a quoi? Olembe? Il y a le stade Bonamoussadi, il y a Bapelepe, Olembe est en voie. Mais vous avez le sentiment que si on fait vraiment une expertise, les stades qu'on a bâtis là méritaient 2 milliards? La question est autre. Jean-Jacques Dior, sur la physionomie politique au lendemain du 6. Il n'y a pas de surprise à se faire. Au regard de... Il y a un peu plus de 20 000 conseillers municipaux, dont le RDPC a la grande majorité. Donc le paysage politique au soir du 6 est très clair. Le RDPC a la majorité. Mais nous comme je dis, pas qu'on espère, nous sommes dans le jeu politique. On est la deuxième force politique. On restera la deuxième force politique au soir de sortie du 6. Donc nous, on continue notre chemin. C'est aussi l'occasion pour nous de faire rentrer à nouveau un nouveau personnel politique dans le paysage politique et continuer cet apprentissage. N'oubliez pas quand même qu'on est un jeune mouvement politique, même si le parti il est né bien avant, mais les camarades qui nous accompagnent dans ce débat politique sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont cru à un monsieur qui leur a dit, ok, c'est possible de croire, c'est possible de faire des choses, c'est possible à ce que la jeunesse puisse changer les choses pour le bien d'autres jeunes. Pas forcément que c'est le père qui doit changer pour l'autre jeune, que vous aussi pouvez croire. Et cette croyance continue à ces élections et continuera aux prochaines élections. Donc nous continuons à garder notre position de deuxième force politique. J'aime bien quand vous parlez de deuxième force, mais ça m'intéresse pas ce côté, première, deuxième force. Oui, mais vous avez le sentiment que des élus de votre parti sont vraiment en train de faire quelque chose? Parce que je m'excuse, hein, vous voyez, je n'aime pas parler beaucoup plus de ce parti. D'accord. Parce que j'ai parfois le sentiment que on a des jeunes qui se comportent comme des petits tintins. En guillemets, excusez-moi l'expression. Vous voyez, on a parfois le sentiment qu'il y a des gens qui font du sensationnel. Je ne dis pas que tous les députés, hein, vous comprenez? Je peux prendre 2 ou 3 députés qui font des choses... Vous y mettez Nouran Fotsing? On en a 5. Non, je ne peux pas compter Nouran parce que pour moi, effectivement, elle fait trop de la gesticulation. Et pour moi, des agités, on a l'impression que ça fait du sensationnel. Moi, il y a par exemple des gens... Peut-être il y a des gens qui travaillent de manière méthodique. Nouran, pour moi, peut-être que c'est son âge, peut-être que c'est la jeunesse, mais je la trouve un peu trop agitée. Et je ne vois pas des actions concrètes. On ne va pas seulement se lever, aller dire que... Il y a un sentiment, je veux dire qu'à la 5e... Je vous en prie, On ne va pas se lever, dire que je suis allé rendre visite à mon ami Rifoué qui est couché sur un lit d'hôpital qui est malade. Je suis allé voir M. Dipita Congo. Tongo, autant pour moi. Je suis allé rendre visite à telle école. Je pose souvent la question, on vous a voté pourquoi? Mais on ne vous a pas voté pour que vous faites le tour du Cameroun et venez... Pour revenir sur le thème. Non, attends, non, je ne peux pas laisser dire, Marc, ces choses sur nos élus. Absolument. Voilà, et ils doivent être respectés.
Je le respecte. Non, vous voulez, non. Donc, vraiment, il faut parler de nos élus avec beaucoup de décence. Ce sont des élus qui ont été... Ce sont des gens, des élus de la nation, qui ont été votés. Vous étiez dans l'incapacité. Je me rappelle encore ce qu'a dit N'Djamène, je le cite, que quand on n'est pas un Dieu, quand il a décidé que vous ne partez pas, parce que la plupart de vos députés, même M. Sim, mais il ne peut pas l'accepter. Tout le monde avait préparé ce dossier. Mais, sur le fait d'un monsieur que je respecte bien, il n'a jamais été, je ne suis pas un spécialiste. J'en moi mal. Et ce que je dis pose problème. J'ai vu comment est-ce que certains de vos... Aujourd'hui, vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas de représentativité. Votre première élection, vous avez eu un seul député, c'est Sop Plaza, je pense. Sur ces 5 2013. Voilà, sur ces 5 mandats, il n'a pas fait un bilan. Vous étiez en 2013? Écoutez, je dis... Nous, on était en 2000. Non, je peux comprendre. Écoutez, non, je veux dire, pour le bilan. Non, je peux comprendre que... Je prends le camp. Non, vous avez parlé tout à l'heure, vous écoutez. Attendez, vous reviendrez. je prends le cas d'une camp. Le camp a 4 mairies. On a eu une seule mairie, celle d'un Konjo. C'est le préfet d'une camp qui l'a dit. Le taux d'exécution du BIP le plus élevé est celle du mairie d'un Konjo, qui est PCRN. Il y a 4 mairies dans le camp, 3 sont de RDPC. Il y a une seule qui est du PCRN. Le taux d'exécution le plus du BIP, donc il y a eu les projets maturés, c'est de la mairie d'un Konjo. Ça veut dire que pour vous donner les statistiques, vous dites qu'on ne travaille pas. Voilà donc une mairie qui est là quelques mois, ça fait juste de février à là. Voilà. La mairie des Écarts, du jeune Tchok, le plus jeune maire de... Là. Allez voir les résultats qu'il a fait, même le préfet lui a laissé des félicitations pour le travail qu'il fait. C'est pour dire que nous ne sommes pas venus en politique pour faire... Comme vous avez fait, je dis encore, je prends vos chiffres, on compare. Vous êtes un parti, vous étiez là en 2013, un seul député, il n'a pas fait un bilan. Je vous pose la question. Non, je vous dis, n'est-ce pas, nous travaillons, et les interventions que nos députés font dans l'hémicycle sont des interventions qui portent. Non. Qui portent beaucoup. Non. Je n'ai pas vu, je vous dis que nous avons fait une conférence de presse après la première session. Je pense qu'on a donné sur la table, je ne pense pas que même après, on fait une rétrospection, Sop Plaza peut nous faire le bilan de ces 5 ans. Effectivement, c'est ça votre problème. Non, parce que la politique, ce sont les chiffres. C'est votre problème. Non, la politique, c'est les chiffres et puis les réalisations. Effectivement, vous avez fait une conférence, vos députés ont fait une conférence. Oui, vous avez suivi l'interview de l'honorable Jean-Michel Niché? Non, en fait, je dis ceci. Niché n'a rien dit. Ce que nous disons tout simplement. Non, Niché, ça fait 15 ans qu'il est là. Moi, je vous ai posé la question. Niché n'a pas fait un mois. Je vous dis encore, Niché a fait son troisième mandat. Poser la question si vous avez le sentiment qu'à l'Assemblée, vos députés bougent les lignes. Beaucoup. C'est le sentiment? Ah, beaucoup. Bon, moi je vois plutôt je vous dis, des gens qui se livrent à un spectacle. Non, regardez ça, c'est ce que je vois. Non, regardez ce qu'on a découvert. À la fois. Notre camarade, notre président national est allé dans les salons à une grande visite. Oui. On a découvert cette fameuse université géologique qu'on a dit qu'on a fait, qu'on a même réceptionné. On a sorti une vidéo du ministre Jacques Famendo. Oui. Qu'on a réceptionné, qui est même les élèves là-bas. Oui. Nous avons porté à l'opinion publique que cette université n'est jamais finie. Les bâtiments sont dans... Oui, c'est la tournée d'un parlementaire. Je pense que si les parlementaires de l'opposition faisaient ce type de tournée chaque année, au terme d'une session, on allait découvrir que beaucoup de chantiers qui ont été réceptionnés, que les camarades du docteur Fouet ont déclaré réceptionnés et vus, on allait découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Oui, c'est aussi le travail d'un parlementaire. Je suis d'accord avec vous. De marcher, le parlementaire ne finit pas son travail. Il reste là, habite Nietzsche, là-bas, je sais pas, à Bilonguet. La session est finie. Quand un parlementaire finit son travail, il a le droit de prendre son parti, d'aller dans tous les pays. On ne le cherche nulle part et il fait découvrir. Effectivement, nous, les tournées qu'on a faites, on découvre que les choses qu'on nous fait croire que c'est terminé, d'accord, n'ont jamais fini. Oui, alors, il faut faire des questions. Oui, terminé. Le Cameroun est effectivement gouverné comme ça. Les amis de Rifoué sont toujours en train. Ils ont même créé le lycée de Bopinon. Depuis 3 ans, on a même affecté des professeurs saisissent sur le papier. On n'a jamais rien. Alors, je ne prends. Nous, en nombre faible, mais en termes de réalisation de la. J'ai plutôt besoin. C'est normal. Vos députés font des tournées, ils dénoncent, c'est une bonne chose. Oui, c'est le travail d'un député. Mais je me permets quand même de dire, d'accord, on aimerait qu'ils soient plus actifs. Vous comprenez? Que des choses, des actes concrets soient posés. Vous comprenez? Mais quand on pose des actes. On pose. Dernière intervention, dernière question. On a moins 5. Patrick, justement, c'était sur la physionomie au lendemain du 6. Qu'entrevoyez-vous? Écoutez, je pense que la carte politique ne s'en trouvera pas modifiée de manière significative. Nous, on espère, et
il est évident que nous garderons notre place de première formation politique du pays. Maintenant, une élection, elle se gagne dans les urnes. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les à peu près 10 400 conseillers municipaux que vous avez, le RDPC est largement majoritaire. Maintenant, l'enjeu, effectivement, et c'est pour ça que la campagne se tient, l'enjeu, c'est de mobiliser les conseillers municipaux pour qu'ils aillent voter et que cette majorité potentielle se transforme en majorité réelle. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain en ce moment pour mobiliser tous nos conseillers municipaux. Et j'ai entendu le docteur Essomba indiquer qu'il était même possible que certains conseillers municipaux du RDPC nous fassent défection. Nous aussi, on espère que les conseillers municipaux de l'opposition feront défection et porteront leur voix sur nos candidats. Hein. Donc, nous travaillons en ce moment dans ce sens-là. Vous pourrez mourir d'une overdose de voix. Cher monsieur, je voudrais vous remercier. On arrive au terme de cette émission de ce soir. Docteur Ambroise Essomba, merci encore de votre disponibilité. Marc Swabo, merci à vous d'être venu. Docteur Patrick Rifou et puis Jean-Jacques Ndiok, merci infiniment. À chaque occasion, vous êtes de passage au Cameroun. Vous n'hésitez pas de nous renouveler cette amitié de votre présence. Merci encore et bon retour en France. Merci de la confiance. Merci à vous, madame, messieurs, d'être restés pour regarder cette autre émission, cet autre débat sur STV. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Merci.